C'est parti. Ouais, j'ai lancé, c'est quand tu veux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Alors ce soir, une interview exclusive et attendue de tous pour le Kickstarter Ibris avec Damien et Rodrigue de l'équipe de Aurora Games. Studio. Voilà. Et Julien Bonjour, de la bonjour. chaîne Indécent. Bonjour. Bonjour Julien. Merci de me recevoir, les gars. monsieur le culte. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on galère un petit peu, donc le début va être un petit peu K1K. Donc on vous accueille ce soir pour parler du succès du Kickstarter et puis pour avoir quelques détails un petit peu sur l'historique et la vie de la campagne, comment tout ça va se goupiller et puis peut-être connaître un peu mieux les coulisses d'un Kickstarter et du vôtre en particulier. Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique, d'où vient l'idée? Vous faites du jeu vidéo d'habitude, pourquoi passer au jeu de plateau? Un petit Ouais. historique, ça vite fait. Voilà. Eh ben, écoute, bon, pour faire au plus simple, nous, on existe depuis 2016 en tant qu'entreprise, qui s'appelle Aurora Game Studio, donc sur Angoulême. À la base, on a deux activités. On fait du jeu vidéo et on fait de la prestation de services dans le milieu, soit de l'animation, soit dans le milieu du développement. Et puis, on a décidé, maintenant, il y a 1 an et demi, à peu près 2 ans, de se dire, est-ce que ce serait plutôt pas mal de faire une nouvelle activité et faire du jeu de société, parce que on aime ça depuis super longtemps et on souhaite faire que nos univers vivent et s'alimentent en faisant soit un jeu de plateau, puis un jeu de société de ce jeu de plateau, et de faire continuer de vivre les univers de cette façon-là. Et c'est comme ça, du coup, qu'on est arrivé maintenant sur Kickstarter avec un jeu de plateau. Ouais. Ok. C'est parti, je sais pas, le développement au début, il y avait une idée, il y avait une envie de faire une thématique particulière ou de partir sur un style de jeu? Ouais, alors après sur le style de jeu, on va dire que c'est plus par rapport à l'univers. Ibris, c'est vraiment un univers. Alors nous, tout en amont, mais il y a très très longtemps, on adorait tout ce qui était univers des Chevaliers du Zodiac, Saint Seiya, etc. On retrouve forcément un petit peu ça dans Ibris, faut pas se cacher. Et puis, en fait, il y a 2 ans maintenant, je crois. À peu près, ouais. Ouais, à peu près 2 ans, on s'est dit, allez hop, cet univers, on va le développer encore plus. Et puis, c'est venu, ce qu'on a alimenté pour l'amener à Cannes en 2019. C'est à Cannes 2019. On avait déjà un premier prototype dans cet univers qu'on avait travaillé déjà avec l'équipe depuis un certain paquet de temps maintenant. Et puis, on a itéré de cette façon-là jusqu'à avoir quelque chose d'assez dense et riche, parce que finalement 2 ans de playtest dans différents salons, différentes conventions, et aujourd'hui on se sentait prêt à aller sur Kickstarter, même si la période n'est pas forcément la plus propice actuellement. Mais ça, on l'avait pas anticipé. Et ça, on l'avait pas anticipé. Ouais. Et Un peu une mauvaise surprise pour tout qui le monde. était vraiment propice pour du board game au niveau de sa narration. Ouais. Et je sais que le studio, il me semble, a bossé il y a quelques années sur un jeu vidéo qui était dans un univers aussi un peu steampunk grec. Est-ce que c'est un peu le même univers, ça se touche, ou pas du tout? C'est vraiment 2 univers différents et c'est juste un hasard et vous aimez vraiment l'univers de la mythologie grecque ou... Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on avait un projet lorsqu'on a lancé Aura Game Studio qui s'appelait Ilios, qui est un jeu de Tout à fait, un jeu. ouais. C'est exactement celui-là. Non, Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a fait le Kickstarter pour ce jeu-là, à l'époque, on a une partie des membres de l'équipe qui ont décidé de faire non, nous on veut arrêter, on veut pas continuer ça. Et donc à ce moment-là, on s'est scindé. Donc D'accord. ce qui s'est passé, c'est que eux, ils sont repartis avec leur idée. Nous, on a gardé les nôtres et on s'est dit maintenant, en fait, c'est simple, on pourra plus réutiliser l'univers d'Ilios tel qu'il était. D'accord, ok. Et on s'est dit, nous, on va travailler donc notre partie d'univers. Vous avez gardé vos trucs. Et après, la mythologie grecque et du steampunk ou du SF, on n'est pas les seuls à le faire. Bien sûr, Lord of bien sûr. par exemple, Pour ne citer que. pour ne citer que, ou même dans les bouquins. Donc nous, on s'est dit, ok, nous, on a enlevé, nous, on a gardé nos idées, les leurs, hop, ils les ont gardées. Puis on a développé à partir de là D'accord. un nouveau background, parce que Ilios se situait dans l'univers de la guerre de Troie. C'était vraiment pas du tout la même chose avec un héros grec troyen. Là, on est parti nous sur les dieux et sur quelque chose d'autre qui est notre propre univers qu'on s'est réapproprié et qu'on a appelé du coup Ibris. Voilà. D'accord, ok. Et ce qui est intéressant, c'est que la société s'est vraiment fondée
grâce à cet univers. Mm. On avait fondé Aurora pour pouvoir légalement aller sur Kickstarter à l'époque d'Ilios. Oui. Donc au final, aujourd'hui, le fait qu'on arrive à aboutir enfin ce projet, c'est vraiment le bébé de la boîte, et vraiment de toute l'équipe. D'accord. Ok. Parce que c'est vrai que du coup, moi, je me pose un peu la question. Je vois que vous avez déjà énormément travaillé dans les updates, on voit au niveau du lore, de la narration. Et c'est vrai que là, on est plus face à un jeu pose d'ouvriers, d'opportunités. Est-ce que ça promet d'autres choses dans quelques années, bien sûr, une fois que tout ça sera livré? Mais vous avez déjà en tête de prochaines choses autour de cet univers, ou peut-être vous voulez pas trop en parler maintenant? Clairement, on a d'autres idées pour continuer d'alimenter cet univers. Et c'est un peu ça l'idée avec Aurora Game Studio. On a un autre jeu, par exemple, qui est un jeu vidéo qui s'appelle Nefasto Misadventure, hein, qui va bientôt sortir sur Switch, normalement pour la fin de l'année, ou sur Steam pour la fin de l'année. Et tout comme pour ce jeu-là, l'idée, c'est que nos univers, on veut les étendre. Donc, continuer de les développer, et quel que soit le médium, du jeu de plateau, du jeu vidéo, ou encore d'autres styles, eh bien, en fait, on veut faire que nos IP, vraiment notre propriété intellectuelle, on les travaille, et puis on propose toujours des choses différentes. Donc, un Hybris, la suite de ce jeu de plateau ou quelque chose dans cet univers-là, oui, très clairement, il y a de fortes chances qu'on propose quelque chose là-dessus à un moment. Ouais. Ah ouais, et puis pour aller un peu plus loin, notre but premier, c'est toujours de raconter des histoires. Donc en fait, une histoire, on peut la raconter sur un jeu vidéo, un jeu VR, enfin une expérience VR ou un jeu de plateau. Donc en fonction de ce qu'on va vouloir raconter, on va voir quel support est le mieux, enfin quel média est le plus propice. Et ici, du coup, board game, et demain, jeux vidéo, voire expérience VR, pourquoi pas. Ce serait un... Et du coup, vous avez créé l'univers en premier. Après, vous avez décidé de faire un jeu de plateau qui rentre dans, on va dire, une gamme, comme tu disais, une IP après avec aussi un jeu vidéo. Et comment tu passes de l'univers au jeu de plateau, placement d'ouvriers, opportunités, affrontement, diplomatie? Pourquoi choisir ce style-là? Alors, l'idée, c'est que la méthode de développement, c'est ce qu'on appelle du cognitive game design. C'est une méthode qui permet, à partir soit d'une histoire ou à partir de verbes, ce qu'on appelle en game design, de choisir un axe de développement. Donc, ce qu'on appelle le bottom-up ou le top-down. Donc, nous, on a décidé de fonctionner à partir de l'histoire pour en faire un jeu. Mais certaines façons de fonctionner, c'est... moi, dans mon jeu, je veux qu'on tire, je veux qu'on pioche, je veux qu'on draft, je veux qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Et ensuite, on va y venir coller une histoire. C'est pour ça que du coup, on va avoir des jeux où on a l'impression qu'il y a un thème qui est plaqué sur une mécanique. Et des fois, quand on le fait dans l'autre sens, le risque de le faire dans l'autre sens, c'est de partir sur des développements très très longs, parce qu'on va on va essayer de faire beaucoup de justificatifs pour arriver à l'action. Et en fait, le bon moyen de fonctionner, c'est de réussir un petit peu à faire les deux en même temps. Et donc de partir de ton histoire pour en développer des mécaniques de jeu, et comme ça tout ça devient cohérent en fait. Voilà. Et nous, c'est la méthode qu'on a souvent, d'ailleurs la méthode qu'on utilise. C'est comme ça qu'on bosse. Ouais, c'est comme ça qu'on bosse, à partir d'un lore, d'une histoire. On va aller jusqu'au bout de cet univers-là, et à partir de là, on va se dire ok, qu'est-ce qu'on veut raconter dans cette histoire-là, où est-ce qu'on veut placer la caméra, et on va le développer à fond. Et donc dans Hybris, bien très rapidement, l'idée était de jouer des dieux et de faire en sorte que ces dieux grandissent et deviennent des dieux qui vont comprendre qui ils sont et qui déclenchent en fait cette étincelle divine. Et rien qu'avec ce petit pitch que je viens de vous donner, qui est la première étape du cognitive game design, et bien à partir de là, on a des ramifications qui se créent, et on va voir où est-ce qu'on peut aller en creusant chacune de ces. Donc la première ramification, c'est la question de comment on devient un vrai dieu. À partir de là, on réfléchit. Et on va arriver sur, je regarde dans mon lore, dans notre mécanique de logique du jeu, de l'univers, comment on devient un vrai dieu. À partir de là, on peut commencer à les traduire en règles de jeu. Là, voilà, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et le process est à peu près le même, parce qu'avant, nous, on travaillait aussi dans l'adaptation de jeux vidéo, d'univers en jeux vidéo. Et souvent, c'est ça, c'est la question, c'est comment on va traduire un univers en jeu. On va essayer de trouver des ponts logiques dans un jeu qui va traiter, par exemple, je sais pas moi, de sauvegarde sous-marine, tu vois, on va pas intégrer des guns et des flingues, quoi. Et puis on va essayer de trouver une logique pour que s'il y a une cohérence à partir d'un fil directeur. Là, c'est la même chose en fait.
Donc là, peut-être par exemple, le dieu doit amasser des technologies, par exemple, pour devenir plus puissant, etc., récolter des La choses pour question devenir à un se vrai poser, dieu. c'est le dieu, qu'est-ce qu'il va faire dans le contexte de la mythologie grecque? Bah, il va aller voir les gens, il va voir qu'on lui voue des cultes, il va Des cultes. recruter des fidèles, il va amasser des prières et il va écouter les demandes des technologies, du coup. Et c'est pas lui qui va amasser les technologies, mais le dieu qui va apporter la D'accord. technologie à la ville. Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'essayer de raconter une histoire. Et d'ailleurs, c'est à peu près ça lorsqu'on le présente, le jeu. C'est, eh bien voilà, vous incarnez des dieux et ces dieux-là, très clairement, ils sont en demande de prière, ils sont en demande de choses pour se faire reconnaître eux entre eux, parce que le point de départ du jeu quand même, c'est Chronos. Ils l'ont enfermé, donc leur papa, le primordial, un des primordiales. Et du coup, les autres primordiaux ont pris peur, ils se sont enfuis et ils sont aperçus qu'en drainant en fait l'énergie de Chronos, eh bien en fait ils ont trouvé cette substance, la Aegis, qui leur permettait de fabriquer des choses incroyables. Et à partir de là, ils se sont dit mais les primordiaux qui Chronos et tous les autres primordiaux géraient très très mal en fait les humains, ils les utilisaient vraiment comme du bétail, aucune considération. Et ils se sont dit mais en fait ces humains ils peuvent peut-être nous apporter des choses incroyables. Et oui, ces choses incroyables, ce sont leurs croyances, leur prière, qui est un fuel qui leur permet eux de s'élever en fait, de comprendre qui ils sont. Et en comprenant cela, ils se sont dit non, mais en fait, il faut les chouchouter. Alors à ce moment-là, on va voir leurs besoins. C'est quoi leurs besoins? Ils veulent de l'eau potable, ils veulent pouvoir échanger à travers MSN, ce genre. On va leur apporter, mais je suis vieux en disant MSN, et ils vont pouvoir leur apporter plein de trucs pour pouvoir satisfaire en fait ce besoin de prière. Mais ça, c'est que une base de la mécanique. À travers ça, il y a tout l'univers. Zeus, par exemple, il veut comprendre pourquoi les primordiaux, ils ont de la Aegis en eux. Alors que Poséidon, lui, il a encore un autre objectif, et Hadès a un autre objectif, et ils ont chacun, en fait, leur vision, leur caractère, et c'est ça qu'on a essayé de traduire dans le jeu pour créer la symétrie qu'on va avoir dans le jeu, mais je pense qu'on en parlera un peu plus une fois qu'on aura développé l'univers avec vous. D'accord. Donc en fait, tu pars du lore et ça t'amène des mécaniques en pensant à ce que tu veux raconter. Exactement. Chaque fois, ça te donne une idée et après, il va falloir équilibrer toutes les mécaniques. Voilà. En fait, le processus du top-down, donc de partir de l'histoire et d'arriver jusqu'au jeu, c'est un processus en 7 étapes. Où la première étape, c'est le pitch, ton histoire. Ta deuxième étape, c'est développement des personnages, de l'univers et des caractères. Une fois que tu fais cette étape-là, où tu définis en fait le caractère de chacun, tu définis ensuite la trame de ton univers, qu'est-ce qu'il s'y passe. Donc si c'était par exemple Blade Runner, voilà, c'est quoi l'histoire de Blade Runner. Avant, tu as fait le caractère de chacun de tes personnages. Et puis, à partir de là, une fois que tu commences à avoir tout ton schéma de caractère, de ce que tu as envie de faire, de ta ligne directrice, etc., eh bien, ça va te permettre normalement de regarder les mécaniques de jeu que tu peux faire à partir de là. Qu'est-ce qui est logique? Bah oui, là, à ce moment-là, c'est logique, vu que les dieux doivent s'éveiller, et ben, on va regarder dans l'histoire, et bah oui, ils doivent avoir des prières. Donc, tu commences à créer tes ramifications et tout commence à devenir logique. Comme tu as ton univers mis en place, eh bien, c'est logique qu'il y ait des lieux. Donc, les lieux, c'est quoi? C'est l'Olympe, le monde mortel. Et ce qui est bien avec la mythologie grecque, c'est que, on va dire que c'est pas un univers où il manque des choses, quoi. Ouais, c'est foisonnant, ouais. Tu vois. Ça a l'air presque facile comme ça, en fait. Ouais, non, dire c'est sûr. que l'histoire t'amène chaque élément. Ouais, et tu vois, par exemple, si on va un petit peu en arrière et qu'on regarde d'autres jeux, on remarque que dans l'Améritrash, c'est souvent quelque chose qui se fait. Si on reprend, en regardant tes boîtes derrière toi, Fred, on peut voir sur du Cool Mini or Not avec du The Others ou même dernièrement du Hank ou encore du Blood Rage ou du Rising Sun, on voit que la thématique est très forte et qu'ils ont essayé de traduire cette thématique. Et Lang est plutôt fort pour ça. Dans Rising Sun, quand tu vois le principe vraiment des clans et le principe de je peux m'allier avec un clan, qui peut être une mécanique souvent. Les mécaniques de loyauté sont toujours un peu compliquées à établir, mais elles sont cohérentes, elles sont logiques. Même si on n'aime pas forcément cette mécanique, elle est logique. Et du coup, il est logique d'avoir l'action Betrayal dans Rising Sun pour trahir l'autre. C'est le fait qu'elle n'y soit pas, qu'elle soit logique. Après, leur travail, c'est de faire en sorte que ce soit amusant, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeu. L'objectif du jeu, quand même, c'est qu'on soit diverti, qu'on ait une expérience intéressante et amusante. Mais on va le retrouver dans Blood Rage. Dans Blood Rage, le principe il faut que nos héros meurent, qui est intéressant. Parce que tu te dirais, mais non, mais attends, si je joue dans un jeu, le but, c'est que mes persos, ils meurent pas. Bah là, si, c'est le but du jeu, c'est qu'ils meurent, en fait.
Et ça, c'est intéressant, comme dans Ankh, leur twist, c'est de faire en sorte que tu as tes chameaux pour pouvoir subdiviser les terrains, parce que voilà, il y a les territoires et il va falloir créer des lignes de chameaux pour les subdiviser et pour faire en sorte d'avoir, toi, ton propre terrain et de pouvoir monter dans la gloire. Donc, à chaque fois, on va voir que dans l'améritrage, souvent, la thématique va être très importante dans les règles. Alors, souvent, dans le game euro, dans le jeu euro, il y a plus l'objectif de non, il faut que ma mécanique elle marche. Et ensuite, on va essayer de trouver un thème qui va pouvoir coller. Il nous pousse comme ça, hein. Heureusement d'ailleurs, mais c'est toujours quelque chose de très intéressant à analyser en tant que game designer, de se dire qu'est-ce qu'on veut amener à l'autre. Et si ton univers est bien logique, eh bien en fait, quand tu vas expliquer les règles, eh bien ils vont l'assimiler beaucoup plus facilement. Voilà, si on te dit tu dois aller en enfer pour ressusciter un mort, c'est logique. Ouais. Ouais, et puis tout s'apprend plus facilement, en fait, tout est logique, quoi. Tu le remets, C'est ça. tu peux t'en souvenir beaucoup plus facilement. Mm. Et du coup, tu as tout ton canevas au début, et après, donc, tu vas avoir tes lieux, donc du coup, tu vas avoir ton plateau, Voilà. tu vas avoir ton interaction, ta ressource avec les prières ou les gens, enfin les humains, on va dire, qu'il faut Ouais. enrôler pratiquement. Et puis toutes tes mécaniques, après la science, etc. Voilà. Et après, il faut que ça fonctionne, en fait. C'est ça? Voilà, alors Tous après, les tu éléments, poses il faut les mettre ensemble? Ouais, tu poses des contraintes. C'est l'étape d'après dans le cheminement du cognitive design, c'est de faire en sorte que tu poses des règles, des contraintes, et que tu essayes de pas t'en sortir, de pas en sortir de ce cadre. Alors nous, une des choses, par exemple, c'était chaque lieu n'a que 2 actions. C'est une contrainte très forte pour éviter d'avoir de la multiplication d'actions. Et puis, tu essayes de faire un travail de simplification une fois que tu mets toutes tes actions ensemble pour dire est-ce que déjà ça va fonctionner et est-ce que c'est pas trop, est-ce que ce n'est pas assez. Donc, tu essayes de trouver un juste milieu et c'est là où commencent à arriver les playtests pour commencer à éprouver le système et voir en fait si on a la mécanique qui tourne. Et là, c'est des allers-retours importants où, bah là, premièrement en interne, tu testes en interne pas mal pour voir si est-ce que c'est fun, est-ce que c'est amusant et est-ce que on retrouve l'univers en naviguant dans les lieux, en n'ayant que 2 actions, en limitant le nombre de ressources parce que tu aurais envie de dire bah, j'ai envie de récolter de la aegis, du fer, j'ai envie de récolter du bois, j'ai envie de récolter du blé, j'ai envie que mes fidèles, je prends en considération leur nourriture. Non, en fait, il va falloir réussir ensuite à canaliser tout ça et à essayer d'aller ni trop à l'essentiel et ni trop dans quelque chose de trop global. Il faut trouver en fait le juste milieu pour que ça reste cohérent avec le propos. Et les mécaniques, tu testes tout d'un coup? Ou tu as un squelette de jeu et après tu dis bah cette mécanique-là, je vais la tester un peu après? Comment ça fonctionne? Ouais. En fait, l'idée, c'est que tu essayes de tout mettre le plus tôt possible, D'accord. faire rentrer une nouvelle mécanique dans un procédé, donc comme je vous disais, de top-down. Ben, en fait, il y a un problème, c'est-à-dire que tu reviens à une étape précédente pour essayer d'intégrer quelque chose et c'est pas bon. C'est-à-dire que tu n'as pas bien réfléchi en amont. Donc, tu essayes au contraire peut-être d'en avoir plus et d'en enlever avec ton travail de simplification. D'accord. C'est à peu près ce qui s'est passé, parce que je me souviens, dans nos premiers protos, il y avait d'autres mécaniques qui étaient rajoutées et finalement n'étaient pas amusantes, n'étaient pas poignantes, il n'y avait pas d'émotion. Donc on les a enlevées en fait. Oui, je m'en souviens pour les petites anecdotes, on avait vraiment testé la version papier des tout premiers protos, même le tout premier, et c'était un Hybris qui était encore plus dense en termes de règles que celui qu'on a aujourd'hui. Et rien qu'à l'époque, déjà ça fonctionnait. Et on a vraiment commencé à écrémer sur les 10 premières parties et on a simplifié énormément pour arriver à la version qu'on a aujourd'hui. Alors, pour le coup, Fred et moi, on l'avait testé il y a quelques mois quand toi, Damien, t'étais venu sur Paris avec aux médias. Moi, j'aime bien ce genre de jeu, même si je suis à chaque fois nul et que je finis bon dernier. Mais ça tournait bien et de mémoire, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'à aucun moment on se retrouvait dans une situation où on n'avait rien à faire, on n'avait pas de solution qui se présentait. Ce qui peut arriver dans ce genre parfois de gros jeux où on est déjà submergé par beaucoup d'actions pour une première partie, mais où en plus on ne voit pas ce qu'on peut faire et on comprend pas forcément directement et on peut se retrouver bloqué, quoi, je trouve. Sur celui-ci, en tout cas, comme par exemple sur un Anachronie auquel j'ai pas mal joué, je trouve qu'il y a cette ouverture où on sait qu'on peut aller, il reste toujours une possibilité et on n'est pas paumé dans le jeu. Et ça, pour le coup, moi j'avais bien apprécié.
D'accord, bah merci. Et c'est vrai que c'était un petit peu un des axes aussi de jeu. Tu choisis quelques mots forts. Et nous, l'un des mots forts, c'était la diversité, le choix. Et donc d'avoir plusieurs plans de jeu possibles pour pas se retrouver enfermé. Par exemple, tu as choisi un plan militaire et que tu vois que c'est bouché parce qu'il y a une configuration ou un contexte qui fait que tu ne peux pas continuer à développer là. Tu peux Bah, rectifier. voilà. Sinon, tu as une sensation de frustration. Et un jeu, c'est un équilibre entre ma récompense et ma frustration. Si tu n'as que de la récompense, c'est pas amusant, parce que du coup, tu fais que rouler partout et gagner. Si tu n'as que de la frustration, c'est pas amusant, parce que du coup, tu n'as pas l'impression de t'amuser. Forcément, tu es frustré. Et donc, l'idée, ça va être de trouver un petit peu le juste milieu, qui ait assez de frustration pour que ce soit logique et cohérent par rapport à ce que tu es en train de jouer, mais que tu gagnes toujours des choses. C'est pour ça que une des mécaniques de base d'Ibris, c'était de faire en sorte d'avoir un dieu de base qui va que gagner des choses, mais qui va être limité dans cette possibilité de monter en fait. Et après, bah, l'idée, c'est que si tu te plantes, bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, ce qui va permettre de réduire aussi ta frustration. C'est pas la frustration comme bah, t'es dans Assaut dans l'Empire et puis bah, malheureusement, ton jet de dés il est tout pourri, et alors que normalement, ça aurait dû passer, mais tranquille. Et arrive, bah voilà, ça c'est une des limites de la méritrache, mais on peut se raconter des histoires avec ça, mais des fois ça peut être terriblement frustrant que bah, la faute à pas de chance, ça vient complètement annihiler ta partie, quoi. Et tu m'avais dit une fois un truc super, que j'avais trouvé super intéressant, très simple mais hyper intéressant, c'est quand tu parles de le moment où vous avez un petit peu écrémé les règles. Tu m'avais dit qu'une règle dont on ne se souvient pas, ou si autour d'une table, tu as plusieurs personnes qui se souviennent pas d'une règle, c'est que c'est pas une bonne règle en fait. Et c'est ça, exactement. Et je pense que si tu pouvais, enfin, si vous pouviez développer un peu ce côté, on est parti de notre squelette et de nos premières idées pour arriver au jeu, parce que moi je trouve que souvent, quand les gens font des jeux comme ça un peu hardcore, avec quand même c'est touffu au niveau des règles, le problème c'est qu'ils le testent en interne, et tu vois, ça sort pas trop. Et justement, moi je pense que ce qui fait aussi votre force, c'est que vous l'avez fait beaucoup tester à des gens en dehors. Oui. Bah, très très tôt. Dès qu'on a eu quelque chose de présentable, même en toute première version, on l'a fait tester déjà sur Angoulême à un maximum de gens. Ça a été notre premier public. Oui. Et ensuite, on est parti en salon. Oui, bah en fait, c'est exactement ça. L'idée, c'est faut essayer de se confronter le plus tôt possible aux autres, parce que tu as un biais qui peut être très mauvais de travailler que en interne. C'est bah, le biais de se connaître et de dire mais jamais cette règle je l'oublierai en fait. Et l'idée, c'est de te confronter aux autres. Tout de suite, tu as un retour qui est bah, j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça, ou alors ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et là, du coup, tu peux te remettre en question en disant bah, attends, si eux ils ont pas compris ça, est-ce que ils l'ont pas compris parce qu'on l'a mal expliqué? Est-ce qu'ils l'ont pas compris parce que c'est nul en fait, ça marche pas? Ou est-ce qu'ils l'ont pas compris pour une autre raison et t'essayes de comprendre ça? Et donc, et ben tous ces playtests, et là aujourd'hui, on est à plus de 300 playtests. On les compte. Oui, maintenant, avant, on faisait des fichiers, on les comptait, mais au bout d'un moment où on avait quelque chose d'excessivement solide, on les comptait plus après. Bah, c'était ça. C'était ce que tu viens de dire. C'est si au bout d'un moment, il y a des règles qui sont trop microscopiques, trop petites, trop farfelues, ou simplement qu'on oublie, bah, c'est que c'est pas une bonne règle dans cet univers-là. Elle pourrait être très bonne dans un autre jeu, en fait. Mais en tout cas, là, c'est qu'elle n'est pas nécessaire. Alors après, bah, t'essayes, si c'est vraiment quelque chose d'important dans ton gameplay, tu vas essayer de l'intégrer d'une autre façon, soit de façon automatique, soit à travers des paramètres, soit à travers des caractéristiques, soit à travers un pioche, le fait de piocher, le fait de gagner des choses. Et tu vas essayer de faire en sorte qu'elle ne soit plus liée à un choix du joueur, parce qu'elle est oubliée. Donc, il faut trouver d'autres méthodes. Et c'est comme ça qu'on a pu, nous, élaguer pas mal le jeu, et faire en sorte aussi de pousser la symétrie plus loin. Et donc, bah, c'est pas trop frustrant quand tu vois qu'il y a une règle qui n'est pas comprise, par exemple? Que vous, dans votre groupe, je sais pas combien vous étiez pour faire les règles, mais bah, vous, ça marchait bien, et quand on sort en dehors du groupe de créateurs, il y a un truc, on se dit, tiens, ça marche pas. Faut se remettre en question. Ça fait partie du jeu, mais... Voilà, faut se dire, bon, bah, tant pis si ça marche vraiment pas, on va essayer de trouver une autre solution. Et ça a été souvent le cas sur les cartes quêtes. Alors après, on parlera peut-être un peu plus du jeu, parce que là, on parle très vite à l'intérieur du jeu, mais l'étape des cartes quêtes a été relativement longue et fastidieuse pour essayer de trouver quelque chose de non frustrant, de sympathique. Le jeu, il n'y a pas vraiment d'interruption, donc faut prendre aussi les questions de timing en compte. C'est-à-dire que je peux jouer que pendant mon tour, mais il faut que ça crée aussi une tension
pour les autres si j'y vais. C'était une des mécaniques les plus longues à mettre en place. Ok. Et les prières, ouais, les prières. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire en gros la mécanique nous, on y a joué, mais Du jeu? s'il y a s'il y a des gens qui découvrent là par cette vidéo le jeu. Eh ben déjà, vous pourrez voir sur la page Kickstarter, il y a un déroulé plus des vidéos en français et en anglais sur toutes les mécaniques de jeu. Mais en gros, vous jouez un dieu. Ce dieu a un plateau personnel qui a 6 éléments qui sont bloqués par des éléments. Donc des jetons, des personnages, des temples. Et l'objectif, c'est soit en 6 tours de jeu avoir le plus de points de victoire, ou si dans ces 6 tours de jeu, vous réussissez à enlever tous les éléments sur votre plateau, vous payez en fait votre dieu et vous gagnez devant tout le monde, grand mahjong, fin de la partie, je remballe. Donc 2 fortes asymétries pour gagner. Ensuite, sur un tour de jeu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va retrouver 4 phases. Première phase, c'est une phase de draft ouvert. On a 6 cartes qu'on appelle les piliers divins qui correspondent à 6 grands concepts. Parce que ce sont des dieux qui apprennent les choses, donc ils vont apprendre l'ambition, ils vont apprendre la valeur de du symbolique, ils vont apprendre l'endoctrinement, ils vont apprendre plein de choses. Et donc, les dieux vont choisir une de ces cartes qui va donner une action très forte, parce qu'ils apprennent quelque chose. J'apprends l'ambition, donc je vais apprendre à vouloir réussir des choses un peu par la force de la volonté ou du combat. Mais ça va donner aussi un autre pouvoir à tous mes copains, parce que mes frères, mes sœurs, mes enfants, ils vont apprendre des choses de ce que j'apprends moi. Donc ça, c'est la première phase. Une fois qu'on a choisi ça, on va avoir ensuite une phase de programmation. Nos petits personnages ou nos figurines, on va pouvoir prendre des jetons, histoire de programmer dans les lieux où ils doivent aller ce tour-ci. Alors dans le jeu, on va retrouver 7 lieux qui vont avoir des caractéristiques particulières. Une, je vais choper des ressources, une autre, je vais construire des technologies, une autre, je vais tenter des combats, une autre, je vais essayer de recruter, etc., etc. Et là, alors c'est la phase la plus casse-tête, mais la plus intéressante du jeu, parce que c'est ici où on va décider de la stratégie qu'on veut adopter. Et souvent, un plan se déroule avec beaucoup d'accros. C'est ça qui est drôle. D'anticiper les différents plans de jeu des uns et des autres. C'est là où c'est amusant. Une fois que cette phase est faite, qui est une phase en simultané, on va arriver dans le cœur du jeu, qui est la phase d'action. Et là, suivant en fait l'ordre des piliers divins, donc il faut bien penser en amont, parce que tout est un peu intriqué dans ce jeu, eh bien, on va prendre un de ces personnages, on va révéler le jeton à tout le monde et on va aller à l'endroit qui est indiqué pour y faire une des 2 actions possibles. Et on passe au prochain petit copain et on continue jusqu'à ce que tout le monde ait joué ses personnages. C'est souvent l'endroit, donc le jeu le plus long est ici, mais le plus intéressant. Et puis, c'est des phases de jeu très courtes, ce qui permet d'avoir un flow continu. Il n'y a pas trop d'analysis-paralysis. On attend pendant 25 minutes la monumentale de qu'est-ce que je vais faire entre mes 2 tours. Non, ici, tu prends ton perso, tu y vas, tu fais ton action et on passe à celui d'après. Alors, il peut toujours avoir une réflexion parce que ton dieu n'a pas besoin de jetons et c'est ton petit joker en fait. C'est le joker, je m'en souviens. Ouais. Ah mince, là il y a un truc qui s'est passé et du coup ça casse mon plan. Donc, est-ce que je peux rebondir par rapport à ça? Et tout l'intérêt du jeu est là. Une fois que cette phase est passée, phase numéro 4, on va faire avancer le système de jeu, et puis c'est ici qu'il y a une phase de clean-up. On va faire avancer plein de choses, la forge va avancer, les quêtes vont avancer, un nouveau primordial va arriver, et puis on passe à l'art d'après. Et on va continuer ainsi de suite. En 6 tours. En 6 tours. Ok. Voilà. Ou moins si tu as débloqué l'intégralité. 6 tours max. 6 tours max, voilà. Et jeu de confrontation de 2 à 4 joueurs, c'est en opposition. Voilà. Après, dans le Kickstarter, on pourra en parler après, il y a des modes de jeu supplémentaires qui permettent d'offrir d'autres richesses de jeux qui ont été débloquées pendant la campagne. Et évidemment, tu vois la progression de chaque dieu, donc tu peux t'allier, entre guillemets, pour freiner quelqu'un, etc., etc. Ouais, alors il y a plein de façons directes et indirectes pour gêner ses petits copains. C'est d'aller sur des emplacements qu'ils convoitent, faire des quêtes qu'ils convoitent, ou alors guetter dans l'ombre, tel un Julien, pour sauter à la gorge d'un dieu qui pose une technologie pour profiter lui aussi des bénéfices de cette technologie. Et c'est là où c'est vraiment bien, il y a vraiment plein d'actions. C'est un jeu d'opportunité. Ouais, c'est un jeu d'opportunité, ouais. Ce qu'on voit pas forcément souvent dans le poste d'ouvrier. Le poste d'ouvrier, il y a un côté quand même souvent de développement personnel avec interaction très indirecte. C'est très rare d'avoir l'interaction directe. Mais nous, on voulait du combat. Et souvent, c'est
Dans le placement d'ouvriers, il n'y a pas forcément beaucoup de combats. Enfin, il y a quelques jeux qui les proposent. Mais là, on voulait vraiment qu'il y ait une interaction directe très forte. Et puis après, il y a des extensions qui permettent de l'interaction directe encore plus directe. Ouais. Voilà. Et dans ce que tu disais, je crois me souvenir, mais il faut me corriger, c'est que par exemple, quand tu fais avancer les technos, ça fait aussi, il y a une file d'attente en fait, et ça fait avancer celle d'un autre joueur. Des fois, il faut se dire, tiens, mais moi, si je réalise tel objectif, bah lui, il pourra réaliser le tien. Et c'est ça qui est intéressant. Dans l'influence avec les autres. Ouais, dans l'histoire, en fait, Héphaïstos, il aide tout le monde. Donc, il y a des choses où tu es obligé de passer et de t'entraider. Alors, tu vas essayer de le faire à des moments opportuns. Mais il y a des passages un peu obligés. Et on retrouve ça notamment à la forge. Oui, de façon commune, on doit utiliser la même usine, la même seule fabrique. Et du coup, on risque de s'entraider. Et ça, c'est cool parce que tu vas essayer de profiter de l'aspiration des autres joueurs. Tu te dis, oula, là, il va jouer avant moi. Il y a de fortes chances qu'il aille à la forge. Est-ce que moi, je vais pas essayer de caler une technologie entre-temps? Et souvent, l'anticipation permet la lecture de plan de jeu des autres permet de pouvoir gagner à Ibris. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut pouvoir s'adapter. Et d'après toi, à quel joueur ça correspond exactement le jeu, en fait? Alors nous, il y a de la programmation, il y a un peu il y a de l'affrontement. Ouais. Nous, en fait, on le qualifie plus en jeu expert pose d'ouvrier parce que ça reste la mécanique de base. Mais lors de tous les playtests qu'on a pu faire, on l'a fait jouer énormément de gens différents. Notamment des gens qui avaient joué comme Monopoly. Ça, c'était très drôle hein, parce que on se souvient d'une personne qui a dit non mais moi je vais jamais pouvoir. Moi j'ai envie de partir. Et au bout du deuxième tour, il était à fond et il avait compris en fait. Donc disons que par l'univers, une fois de plus, on a une porte d'entrée un peu plus facile, enfin clairement même plus facile pour apprendre le jeu, mais il faut pas non plus se leurrer. C'est un jeu qui si tu es déjà joueur et que tu aimes les jeux euro, parce que il y a une proportion de hasard qui est complètement différente d'un Ameritrash. Très clairement, c'est pas Massive Darkness, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est un jeu qui va vraiment plus être pour les gens qui aiment du Terraforming Mars, qui vont aimer du Anachronie, qui vont aimer du Gallerist, qui vont aimer du Tricarion, qui vont aimer mais aussi du Cthulhu Wars hein, d'une certaine façon parce que tu vas avoir ton côté opportunité et ton côté asymétrique. L'asymétrique est vraiment très intéressant. Une partie tu joues Hades, la partie d'après tu joues Zeus, t'as l'impression d'avoir joué à deux jeux différents. Ça aussi c'est vraiment quelque chose de fort. Donc on ose souvent l'association de Cthulhu War, Cross, Tricarion ou Anachronie, tu vois, et ça donne un peu Ibris. Je me souviens, comme disait Julien, on a toujours quelque chose à faire en fait. Et même si on se dit, alors moi je sais que c'est pas mon style de jeu et pour moi c'est dur de réfléchir autant des fois, mais après tu te dis j'ai toujours des actions qui sont simples. Oui. Et du coup, au pire, si je gagne pas, je peux faire un coup de grâce à Julien par exemple, où je peux vraiment influencer la partie. Moi, je me suis pas senti sur le banc, si tu veux. Je me suis dit, tiens, je peux quand même influencer le résultat de la partie. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai que le fait d'avoir des petites actions simples, je trouve que c'est bien, quoi, parce que tout le monde peut vraiment participer. Et ça, c'était sympa. Je sais plus si j'étais dernier ou avant-dernier. Mais je me souviens que malheureusement, on n'avait pas pu terminer la partie. On avait fait plusieurs tours. Ouais. Oui, mais on n'avait pas pu l'achever, ce qui avait été encore plus frustrant. Pour le coup. T'avais pas eu le temps de gagner, c'est ça? Mais c'est ça, ouais. Pour une fois que j'allais pouvoir gagner, fin du jeu. Donc, et du coup, je change un peu, mais qu'est-ce qui vous a décidé à passer vraiment au jeu de plateau plutôt qu'au jeu vidéo, en fait? Parce que à la limite, maintenant, avec tous les médias qu'on a, les Vassal, les Tabletop Simulator, etc., vous aviez envie d'avoir du physique ou Ah oui, ça non, se prêtait mieux à cet aspect-là? Il y avait vraiment cette volonté, nous, d'avoir un jeu de plateau physique, plateau, parce que c'est une nouvelle activité de la boîte. Donc, on voulait diversifier les activités, puis avoir un vrai produit physique, où on peut mettre tous nos savoir-faire dans l'illustration, tous nos savoir-faire vraiment sur la couleur, tu vois, sur l'univers. Avoir un univers aussi où tu le poses devant toi, c'est ce qu'on souhaite avant tout lorsqu'on joue à un jeu de plateau moderne et non abstrait. Quand tu joues à un jeu abstrait, souvent, que ce soit un Abalone ou un échec, l'aspect souvent, on va dire, physique et visuel est un peu différent. C'est pas la même chose qu'on attend
que lorsque tu vas poser par exemple un Anachronie, tu vois, avec les figurines, où là, tu as un autre feeling, ou alors quand tu vas jouer à un Lacerda du style Lisboa, où tu as tout carrelage portugais, où c'est encore un autre délire en fait. Nous, c'est ça qu'on recherchait, c'est t'ouvres ta boîte, et quand t'ouvres ta boîte, t'as l'univers devant toi. T'ouvres un univers. Et c'est aussi ça, souvent, le premier punch qu'on prend quand on voit le jeu, c'est qu'il a des tailles de plateaux différents. Mais c'est vraiment, quand Rodrigue a eu cette idée de tailles de plateaux différents, etc., c'était vraiment chouette parce que ça apportait quelque chose d'unique un peu à notre jeu, même si finalement, on avait vu à l'époque où on avait travaillé que c'était pendant pile poil la campagne, je me souviens de Tidal Blade, qui avait aussi des trucs, on s'est dit mince, on va forcément faire un peu, mais c'est le jeu, enfin. Et Tidal Blade n'a pas inventé ça. Hein. Avant, tu regardes toujours chez Skybound et Druid City Game, tu regardes leur jeu d'avant qui était la forêt Grimm, les frères Grimm. Il y avait aussi déjà des plateaux un peu différents, etc. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un univers. T'ouvres ta boîte, t'as un univers. Et ça, c'était chouette. C'est pour ça aussi qu'on voulait quelques figurines. Voilà, moi j'ai travaillé chez Games Workshop pendant longtemps. Je suis un figuriniste et j'ai joué beaucoup de wargames. Mais je voulais qu'on ait des belles figurines. Puis c'est dommage de connaître aussi autant de monde dans le milieu de la figurine, de pas utiliser leur savoir-faire pour pouvoir avoir des belles figurines qui vont raconter des histoires et de faire des associations que souvent des gens ne comprennent pas, qui est figurine plus standy. Mais parce que si on devait tout faire en figurine, le jeu n'aurait pas été forcément aussi compréhensible que ça. Donc non, il y a vraiment une démarche artistique derrière, d'avoir un univers dans la boîte. Ça, c'est clair. Aussi, on est des gros joueurs et on aime ça, tout simplement. Donc, on a aussi fait le jeu qu'on aurait aimé avoir. Clairement. Et ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, tu parles des figurines. Je me permets de rebondir dessus, même si ça devrait être Monsieur Fred, l'expert en figurines, qui devrait poser la question. Je te reprends, Fred. Le fait de faire vous-même, en plus, cette fois-ci, les figurines, de faire les démarches, d'aller voir les fournisseurs, etc. Parce que là, c'est vraiment vous qui avez tout fait de A à Z. Alors, bien sûr, avec Thomas David pour la sculpture, mais ensuite pour la production, c'est vous qui avez fait toutes les démarches. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre? Parce que ça a dû pas être facile d'arriver en tant que, à la base, studio de jeux vidéo et de passer sur des procédés de fabrication physique tels que les figurines. Ça me rappelle le premier Cannes. Ouais. On est arrivé dans une convention de jeux de plateau comme une convention de jeux vidéo et on a appris à la dure en 48 heures. Et ce qui est génial, c'est que le milieu du board game, au final, n'a pas du tout les mêmes contraintes que dans le jeu vidéo. Et c'est un milieu qui est assez différent, qui a des codes différents et surtout qui est hyper accessible. Donc en fait, on a pu apprendre très très vite parce que les éditeurs sont accessibles, tu peux facilement aller les voir et ils vont facilement te lâcher des conseils. Oui, c'est vrai que nous, on avait une démarche qui était un peu comme dans le jeu vidéo, c'est-à-dire on vient avec un produit et on va essayer de trouver un éditeur. C'était ça un petit peu la logique qu'on avait. Clairement. Donc on avait préparé des documents comme les documents qu'on prépare normalement quand tu rencontres des éditeurs. Tu fais des pitchs de 10 minutes à peu près. Tu es jugé 10 minutes, savoir s'il y a un potentiel commercial accessible pour l'éditeur et que lui, si ça rentre dans sa ligne éditoriale, et puis on te jette ou pas. Nous, on était partis dans ce process-là. On avait booké nos rendez-vous et puis on enchaînait. Et dans les premiers rendez-vous qu'on a eu, on en a eu 2, c'est Yoka Baitsume et la boîte de jeu. Et on avait eu donc Grégory de la boîte de jeu. C'était très intéressant. Il nous voit déballer tout notre truc. On vient avec nos diagrammes qui expliquent comment on voit notre rentabilité, comment on voit comment on voyait, comment on allait. Voilà, nous ça coûte tant, sur tant de temps, X personnes, le budget, notre cible, ce qu'on appelle la cible, la target, c'est qui, quoi, à combien. Bref, nous on est arrivé avec un truc. Les mecs ils sont arrivés, ils ont fait wow, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont fait, en fait là, vous faites un boulot qui est pas votre boulot en fait. Si vous voulez être auteur. Et là, du coup, on s'est questionné sur le coup. Et il nous a dit, voilà, nous, en tout cas, dites-nous plutôt le jeu, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'il y a son unicité, etc. Et normalement, l'éditeur, il vient, il peut prendre une mécanique, il est plus intéressé souvent par une mécanique, et puis il va jauger le marché, faire un état de l'art, et puis se dire à ce moment-là, qu'est-ce qui va être un peu intéressant dans 2 ans, l'année prochaine, dans 3 ans, histoire de développer le produit, etc. C'est pour ça qu'on voit des sortes de cycles dans le jeu, où le cycle de la piraterie, alors on en a eu plein, et puis après,
cycle des jeux sur Mars. Alors, on en a eu plein, et puis après, on a eu le Medfan, et puis on a des sortes de cycles comme ça. Alors, des choses qui se cassent et qui se chevauchent, mais c'est très courant qu'on voit des blocs un petit peu de Ouais, bah, les zombies, les vampires, le trending, exactement. Et donc, à partir de là, ils nous ont dit, bah, écoutez, les gars, c'est bien, mais en fait, vous faites un boulot d'éditeur. Nous, on va servir à rien à part vous amener notre savoir-faire, parce qu'on a déjà produit des jeux, on en a déjà fabriqué, on en a déjà vendu. Ça, on peut vous l'amener, mais à ce moment-là, on va partager des recettes et pas beaucoup, parce que nous, on va pas gagner beaucoup, parce que vous avez fait déjà une grosse partie du boulot en amont. Et puis vous allez gagner moins, parce que on va vous apporter cette expertise que nous, on a. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est apprenez à la dure d'une certaine façon et allez chercher plutôt des distributeurs, plutôt des gens qui vont vouloir prendre votre jeu et l'amener dans une boutique. Et donc, on a réagi très rapidement avec Rodrigue. On s'est dit, OK, les prochains rendez-vous, on les annule et on va chercher que des distributeurs. On a rencontré quelques-uns et ça nous a permis aussi de nous recalibrer, se dire, OK, en fait, nous, on vient avec des choses déjà ultra avancées au niveau de notre univers, etc. On s'est dit, on en a discuté après en interne en revenant sur Angoulême avec tout le studio. Et après, à partir de là, on s'est dit, c'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, on s'est dit, on va avancer au jeu le plus possible. On va essayer les salons. Et si on gagne un prix à ce moment-là et que tout le monde est OK, on go. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait le salon, on a fait Paris et Ludique, on a fait le flip et on a gagné le prix public du flip. Avec un jeu expert comme ça. Le seul qui avait gagné ça avant, c'était Exodus. C'est assez intéressant. Et au final, après, on s'est dit, là, il y a vraiment un truc à jouer. Les gens ont vraiment kiffé notre jeu, notre univers. Et poussons-le. Donc après, on a fait comme n'importe quel entrepreneur. On a regardé les budgets, on a regardé ce qui rentrait. On a dit, est-ce qu'il faut pas faire un emprunt, etc. Et puis à partir de là, c'est parti, quoi. On y allait et on s'est dit, l'objectif, aller sur Kickstarter parce que le jeu est assez démesuré, il n'est pas forcément calibré pour de la boutique. Donc visons d'abord du Kickstarter. Ça, c'est vrai qu'il faut le préciser parce que tous les retours qu'on a eus avec les professionnels, distrib ou éditeurs, nous disaient produit pour KS. Oui. C'est vrai, ça a été quasiment l'unanimité. Votre jeu, il est fait pour Kickstarter. Même si on voit que les lignes bougent, hein. Tu vois, aujourd'hui, jamais personne aurait dit, il y a encore 3-4 ans, que Gloomhaven, on l'aurait vu en boutique localisée, quoi. Donc, les lignes bougent, hein, et ça, c'est du fait que les demandes des gens bougent aussi. Et ça rentre dans le cycle que les gens consomment le jeu différemment depuis quelques années, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeux qui se vendent, etc. Et on verra jusqu'à quel point il y aura une saturation du marché ou pas. Mais en tout cas, vous l'évaluez beaucoup plus régulièrement dans les vidéos que vous faites, où vous analysez des Kickstarter ou autres. Mais on remarque que sur Kickstarter, chaque année, il y a plus de projets. Chaque année, c'est la folie qui est levé. Et on retrouve un peu ce truc. Pourquoi nous, on a voulu aussi faire autre chose que le jeu vidéo? Parce qu'aujourd'hui, tu vas aller sur Steam, tu as déjà 4000 jeux qui sont sortis dans l'année au moment où on vient. Et pour réussir à faire un succès, comme on dit, l'adage dans le jeu vidéo, c'est que le succès est la normalité. La vraie normalité, c'est l'échec. Parce que autant à ce moment-là, lancer ton produit, lancer un des 4000, savoir si tu vas faire un succès ou pas, quoi. Donc, du coup, en allant sur le jeu de plateau aussi, tu peux avoir un peu plus d'écoute, de visibilité, de retour. Mais on retrouve ça aussi. Nous, aller sur Kickstarter, aujourd'hui, a demandé énormément de boulot financièrement en amont pour proposer quelque chose. Et celui-là qui viendra demain sur Kickstarter aura un standard qui sera encore plus élevé que nous. Et ceux d'avant avaient un standard moins élevé. Enfin, on se souvient tous de certains projets qui ont réussi à financer alors que c'était clairement quelques bouts de papier qui étaient montrés, quelques graphes. Et voilà, donc c'est la dure loi de Kickstarter d'aujourd'hui. Mais moi, ça m'avait étonné parce que comme on se connaît puis on échange, moi, il y a une partie du boulot que je connaissais pas du tout, c'est tout ce qui est création graphique. Et quand on discutait avec Julien sur une simple carte, le fait d'avoir une police, enfin tous les designs et tout, c'est énormément de boulot. Et comment on fait quand on est une petite structure parce que le jeu est, comme tu disais, comme vous disiez, il est foisonnant. Et moi, ce que j'ai vu dans nos échanges, c'est que chaque élément, en fait, il raconte une histoire, il est cohérent, et il y a énormément de travail, quoi. Il y a une masse de travail hallucinante. Et je pense que vous arrivez, le produit est presque fini déjà. Alors qu'on a beaucoup de Kickstarter où c'est le contraire. Où, par exemple, tu vas avoir 10 chapitres et on t'en propose qu'un parce que les 9 autres, on n'a pas bossé dessus encore. Mais comment vous avez fait pour pouvoir proposer quelque chose d'aussi fini, en fait, et dégager autant de temps de travail, alors que là vous allez toucher l'argent dans peut-être un mois ou deux?
C'était pas une charge trop, enfin, je sais pas, un risque. Comment vous avez mesuré ce risque-là? Bah en fait, C'est de l'investissement. Hein. oui, après c'est un risque financier comme n'importe quelle entreprise lorsque tu veux développer un projet. Hein. Tu le sais très bien comme au moment où tu veux développer un projet, tu l'établis, tu établis en fait le potentiel qu'il a, son temps de développement. Et puis tu as cette espèce, et ça c'est Kickstarter, c'est propre à Kickstarter. Tu as ce point en fait de rupture, le moment où tu dois investir financièrement pour pouvoir faire en sorte que ton projet fonctionne. Et ça, c'est très important parce que faut pas oublier une chose, à la base, je dis bien à la base, Kickstarter, c'est fait pour proposer un projet et avoir un financement pour le réaliser. Et dans le jeu de plateau, parce que dans le jeu vidéo, c'est plus ou moins ça. Hein. Dans le jeu vidéo, tu proposais quelque chose sur Kickstarter, c'est pour ça que le jeu vidéo s'est cassé la tronche, entre guillemets, parce que les budgets de jeux vidéo sont colossaux, contrairement à ceux du jeu de plateau. Et quand je dis colossal, c'est colossal. Le temps de développement, le temps de QA, le temps de graphisme, le temps de... c'est démentiel, le temps de portage, etc., le temps de développement. Et pourquoi ça s'est cassé la tronche, le jeu vidéo, c'est parce que tu proposes une vraie idée, un pitch. Les gens sont là pour dire j'y crois ou j'y crois pas et j'y mets un montant d'argent. Et ensuite, eh ben, bye bye, on se voit dans 3 ans, quoi. Dans le jeu de plateau, quand Simon est arrivé et a dit voilà, nous on propose Zombicide et on a une idée. C'était plus qu'une idée. Il y avait déjà quelque chose qui était plus avancé. Ils ont pris un risque énorme en disant nous on a mis X d'argent sur le travail. Peut-être qu'il y avait un plan derrière en disant peut-être qu'on arriverait à toucher de la boutique ou autre, mais c'était une autre époque, on était en 2015 ou 2014, c'était plus, peut-être même avant, c'était plus la même chose. Et donc oui, pour revenir à ta question principale, eh ben, plus le temps avance, plus ça demande que tu aies mis de l'argent pour avoir quelque chose de plus en plus fini. Et d'autant plus quand tu es first publisher, quand tu es primo-éditeur et que tu dois venir, tu dois faire tes preuves beaucoup plus que déjà ceux qui sont installés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et dans le paysage français, on en a plein qui sont... la boîte de jeu fait des choses incroyables dans le sens où ils ont déjà un produit qui est fini quand ils atteignent Kickstarter ou pas loin. Que Monolith, ils viennent, ils ont déjà des choses costauds d'arriver, etc., etc. Mais faut pas oublier qu'à la base, un Kickstarter, ça peut marcher sur le principe je vous propose une idée et puis elle peut arriver. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est tout ce que tu as déjà livré avant. On peut avoir confiance. Et puis on est de plus en plus, on regarde de plus en plus historique, etc. Chip Theory Game avec leur Too Many Bones, au début, tu peux avoir un doute, tu reçois le premier, tu dis la qualité elle est ouf. Donc du coup, quand ils viennent avec Cloudspire, tu peux te dire, est-ce que je leur fais confiance? Eh bien, oui, je peux leur faire un peu plus confiance. J'ai déjà reçu ça, mais le prix qu'ils me demandent quand même me fait réfléchir parce qu'à l'époque c'était cher. Et puis du coup, maintenant on a eu un Cloudspire 2 qui est arrivé, puis boum, ça a éclaté. C'est toujours un peu ce truc, tu dois faire tes preuves, et du coup, il faut que tu mettes beaucoup plus de temps et d'argent pour faire ça. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais, avec Rodrigue, avec toute l'équipe, parce qu'on est quand même 6, hein, et on a embauché des gens, on était à un moment monté quasiment à 7, non, on était monté à 10 quasiment, avec Tatiana, Greg, Cédric qui sont venus faire de l'illustration en plus, Oscar, hein, oui. Donc tout un groupe d'illustrateurs. À un moment, il y avait quasiment 6 illustrateurs qui bossaient dessus. Hein, à ce moment-là, tu dis, oui, nous, on va faire le développement comme si c'était le jeu final. Enfin, c'est le jeu final. Et on va le plus loin possible avec plein de playtests, etc. Et eux, leur travail, Rod va pouvoir en parler mieux que moi, mais c'était de faire en sorte que les layouts, donc c'est la mise en page, que la symbolique, que les icônes, tout soit cohérent dans l'univers, que la couleur soit cohérente. C'est pour ça qu'on fait des concept art. Enfin, là, du coup, tu peux en parler. Ce qu'il faut savoir sur l'univers d'Ibris, déjà, il a une longue histoire. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est travaillé. Donc, on a déjà quelque chose qui fonctionne et qui a beaucoup de matière. De direction artistique qui est déjà marquée. C'est-à-dire qu'on a déjà un standard de qualité qu'il faut atteindre, quels que soient les éléments graphiques qu'on va faire. Et vu qu'on a tout le processus graphique pour atteindre le niveau voulu, on va le répliquer sur toutes les étapes, que ce soit une carte, que ce soit un chara design, et au final... Un plateau, une sculpture. Vraiment n'importe quel élément, et on applique à chaque fois la même méthodologie qui prend le temps qu'elle prend. Et ça, c'était ce que tu disais, Damien, ça se chiffre, c'est l'investissement, on regarde combien ça coûte, on voit si on peut prendre le risque, si c'est dans nos moyens. Si c'est le cas, banco. Voilà. Et puis après, des fois, c'est un estimatif, donc tu peux te tromper de 1 ou 2 mois, tu peux te tromper sur X machin, mais c'est comme n'importe quel truc. Si on a vécu le Covid... ça. Mais par exemple, Stéphano, notre directeur artistique, il a fait un travail pour tous les illustrateurs qui venaient,
il a fait un doc artistique, un process, un cahier des charges qui expliquait quelle était par exemple l'épaisseur du trait du line. Donc quand tu dois dessiner, quelle est l'épaisseur pour faire ton line, quelles sont les couleurs et le spectre chromatique que tu utilises, et puis du coup tu fais une bible graphique où tu racontes toute l'histoire et voilà toute la cohérence. Et là par exemple Tatiana avait travaillé sur Artemis et Aphrodite, donc elle a dû se nourrir de notre univers. On a fait beaucoup d'échanges et avant d'arriver par exemple à la Aphrodite que vous voyez, il y a quasiment eu 35 dessins avant, des recherches, etc., jusqu'avant d'arriver au Cara Design et puis travailler le posing et puis ensuite l'envoyer au sculpteur. Le sculpteur ait eu lui aussi connaissance de l'univers et va proposer quelque chose de cohérent et beaucoup d'allers-retours. Et c'est un travail de pré-production, parce que ça c'est du travail de pré-production, c'est un travail important parce que c'est ce qui va donner la cohérence de l'univers. Et souvent, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ces étapes-là. Ça ne passait pas simplement, je dessine un truc et puis on le prend. Non, faut qu'il s'intègre. Bêtement, un peu, moi, je voyais ça beaucoup plus simple, en fait. Je voyais pas l'aspect technique, comme tu dis, la bible graphique et puis cette espèce de charte graphique, toutes ces règles, en fait, où chaque intervenant doit se coller à ces règles. Et le temps que ça prend, enfin, j'avais vu quelques échanges sur des cartes et le moindre détail, en fait. Ce qui est très compliqué dans l'univers d'Ibris, c'est que c'est un univers qui est super exigeant parce qu'on est dans la mythologie et le steampunk. Sauf que c'est un steampunk qui est vraiment propre à nous, qui est un mélange de 3 courants de steampunk. Ouais. Donc en fait, les règles sont très précises et on est hyper pointilleux et super exigeant sur le respect et la cohérence de l'univers pour que tout soit parfaitement lissé et que tout soit vraiment dans le même univers et cohérent et qu'on n'ait pas des éléments où on se dit bah tiens ça d'où ça sort, c'est bizarre. Donc l'avantage qu'on a avec cette exigence qui est un petit peu une contrainte parce que ça demande du temps et c'est très coûteux, mais on a un process qui est tellement bien huilé sur la fabrication des assets que quel que soit l'illustrateur, s'il a le niveau technique, il va pouvoir assez rapidement pondre des éléments finaux parce que nous on a en amont préparé tout le pipeline, le process qui permet d'arriver à une illustration dans l'univers d'Ibris. C'est ça. Et si vous regardez, quand on achète des jeux, notamment chez Cool Mini or Not, c'est pas pour rien qu'ils ont Adrian Smith, un mec qui a 60 balais, qui a travaillé chez Games Workshop pendant de nombreuses années, qui est capable de créer des univers et d'imposer des choses avec du Karl Kopinski, etc. Enfin, et ça, c'est vraiment une force, notamment chez les Américains ou chez les Anglais, d'avoir une culture forte sur le travail de pré-production. Voilà, c'est des gens. Adrian Smith, il a bossé par exemple sur Warhammer pour développer les nains. Enfin voilà, c'est des gens qui ont un background de ouf sur lesquels nous on s'inspire beaucoup. Parce que par exemple, tu prends le projet 8 par exemple de chez Cool Mini or Not, c'est son univers à lui, c'est lui qui a tout défini, mais il a fallu traduire tout ça pour que des sculpteurs tels que des Edgar Ramos ou autres puissent être capables de s'approprier le style et que la figurine qui va arriver, qui va être en 3D du coup, qui va être physique, eh ben, elle suive l'intention principale du graphisme en fait et de l'univers. Ça, c'est tout un travail et on peut, qu'on aime Cool Mini or Not ou pas, mais pareil chez FFG ou autre, chez des grands surtout, faut prendre ça avec beaucoup d'humilité, de se dire ouais non mais des fois les jeux peuvent être bancals, mais il y a un travail quand même créatif et un procédé artistique qui est quand même assez dingue. Et une fois que tu as... Alors, je vais être un peu trivial, mais après, comment tu fais pour... voilà, tu as ton jeu, tu as tous tes processus de pré-production, et comment tu te dis, bah maintenant, il faut que je trouve des clients, en fait, il faut que je trouve des joueurs, des gens qui vont l'acheter. Donc vous avez choisi Kickstarter, vous avez aussi choisi, je pense, de beaucoup le faire tester pour en faire parler. Oui. Quels ont été un peu comme ça vos axes, en fait, pour trouver un public? Déjà les salons. Oui, alors l'idée c'est que tu regardes aujourd'hui le paysage du jeu de plateau et tu regardes les marqueurs importants. Les marqueurs importants, tu peux les retrouver à travers des grands succès qui te donnent des axes. Tu regardes par exemple Terraforming Mars, c'est un axe qui te dit voilà le cube en bois, il possède tel jeu phare, iconique. Qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Tu reprends par exemple et tu regardes en fait, tu fais un état de l'art. Par exemple, Mind Clash, quand ils sont arrivés dans le game, comme on dit, quand ils sont arrivés vraiment dans l'univers avec Tricarion, c'était du coup il y a quelques années maintenant, et c'était un gros jeu comme on n'avait pas forcément vu depuis longtemps, et ça a permis eux se sont fait une place. Tu vas retrouver ça aussi chez Shiftery Game qui a vraiment fait un axe autour du jeu à dés à crafter, enfin
de RPG Dice Building Game. Et puis tu vas retrouver un qui arrive, il casse tous les codes. Et il vient et il propose un truc un peu ovni. Gloomhaven, quand il arrive, finalement, Gloomhaven, c'est un Descent de l'époque, mais repensé avec un côté legacy. Quand Size est arrivé, il arrivait encore avec d'autres trucs issus d'anciens jeux, mais Stone Meyer a eu une idée au bon moment de proposer encore quelque chose de différent. Et tout ça, en fait, a créé des formes de catégories. On a même vu, maintenant, on voit des groupes, des groupes basés sur tout ce qui est le board game du type figurine, le board game du type cube en bois, etc. En fait, tu vas chercher dans ces niches, parce que ça reste des niches, là où toi, tu souhaites que ton jeu aille, en fait. Et nous, on a voulu faire que le spectre soit assez grand, parce que il peut autant plaire à un amateur de cube en bois qui va aimer se casser les méninges, je veux faire ce genre de choses, qu'un amateur de jeux de combo, comme on peut le retrouver sur des mécaniques de deck building, par exemple, ou de jeux un peu à la monumentale, tu vois, où tu veux faire des combos et c'est assez gratifiant. Donc, tu retrouves un peu Ibris, souviens-toi, avec le système de combat, notamment. Et puis, à côté, tu as toujours ce côté un petit peu améritrage, parce que tu vas avoir de la figurine, un univers très, très présent, et puis un système de combat qui a cette petite dose d'aléatoire, mais maîtrisée, qui peut plaire autant à un joueur de Star Wars Rebellion, par exemple, qu'à un joueur, on va dire, plus classique de jeu de cartes, à la Magic, pour pas le citer. Donc, on est, nous, des enfants issus de plein de mécaniques, parce que finalement, depuis que je suis gosse, j'ai commencé, moi, perso, avec du HeroQuest, j'ai joué à du Magic, j'ai joué du L5R, j'ai joué à du Monopoly, j'ai joué à plein de choses. Et finalement, peut-être qu'inconsciemment, c'est tous ces jeux-là aussi qui m'ont nourri et qui ont fait que, finalement, notre cible, elle est un peu représentative de tout ce qu'on aime au studio. Voilà. Rodrigue, lui, dans les jeux qui kiffe, on n'a pas forcément les mêmes. Moi, j'adore Trickerion, Rodrigue beaucoup moins. J'aime beaucoup Rising Sun, Rodrigue pas du tout. Ouais. Et puis, il va y avoir d'autres jeux où moi, j'aime un peu moins. Mais par exemple, on se retrouve très bien sur Size autour d'une table parce qu'on adore Size l'un comme l'autre. Ou un Relic. Ou un Relic, voilà. Gros fan de Relic. Relic, c'est Donc voilà, notre cible, elle est représentative de ce que l'on est, donc elle est assez large en fait. Mais bien sûr qu'on va forcément cibler des mots-clés. Et quand tu dis worker placement, déjà, tu as le poil qui se hérisse de tous les figurinistes, quoi. Et après, tu leur fais la démarche d'expliquer. Okay. Et après, donc, si on part sur l'aventure Kickstarter, à partir de quel moment donc, vous avez rencontré des éditeurs, des distributeurs, tout le monde vous a dit c'est pour Kickstarter? Et là, je sais pas, il faut se placer dans le temps, il faut se donner des paliers, il faut se dire bon, comment on fait. C'est compliqué parce que moi, je regarde toutes les semaines et on est à presque, je crois, il y a 200 projets simultanés sur Kickstarter à peu près dans la section jeux de société, quoi. C'est dingue. Il y a tout un cosme qui s'est créé, mais autant aussi sur plein d'aspects, sur l'aspect créateur, où du coup, tu es obligé de voir les fenêtres dans lesquelles toi, tu dois aller. Pour parce que placer, ouais. En face, nous, à l'époque, la problématique, c'est qu'on voulait pas être en face de Hank. Déjà qu'on est petit. Si en plus, on est en face d'un gros, mais on est envoyé sur Mars, quoi. Donc, tu essaies de trouver déjà une logique de bien te positionner. Parce que rien que ton positionnement, il peut faire que ton projet, il peut être très bon, il n'aura pas de visibilité, t'es mort. En plus de ça, tu dois faire en sorte de dire, il faut quand même qu'on ait une couverture médiatique hors que France, sinon autant aller chez Ulule. Mais la prétention du levier financier n'est pas le même. Donc, tu dis, non, nous, on est obligé de reach Kickstarter. Donc, à partir de là, tu te dis, voilà, on regarde BGG. BGG est très bien parce que ça te permet de voir un peu les projets qui vont arriver. Il y a des gens qui traquent un petit peu ça. Et tu te dis, il va falloir contacter aussi de l'influenceur. Et c'est là où on a fait une rencontre, nous, Cannes 2019, incroyable. Et d'ailleurs, je lui passe un coucou parce qu'il a eu son 3e enfant juste hier. C'est Vincent Vergonjane de Lucky Duck Game qui nous a clairement mentoré, qui nous a donné beaucoup de conseils sur notre première rencontre à Cannes. Et c'est super parce qu'il nous a donné plein d'astuces sur qu'est-ce qu'on doit aussi, quels sont les leviers à ne pas oublier. Il nous a dit très clairement, allez faire des démos aux États-Unis. Donc aller à la Gen Con, etc. Nous, on n'avait pas forcément les moyens financiers, puis la peur de l'avion, des trucs tout bêtes, pas forcément parler anglais, tout ça. Tu te dis, comment on peut placer là dans le temps? Et puis, tu te dis, il va falloir voir des influenceurs. Donc, tu vas voir du Man vs Meeple, tu vas voir du John Gates Game, tu te dis combien ça coûte, parce que c'est des prestations. Il y a tout un autre univers qui s'offre à toi. Tu te dis, en fait, c'est bien huilé tout ça, en fait, à travers de ce que propose Kickstarter, qui est le premier gagnant de tout ça, parce que lui, il prend 10%. De toute façon. Oui. Donc, au final, voilà, tu rentres dans le jeu, tu mets tout ça dans ton plan de financement, comment tu le gères, etc. Et puis, tu montes ton dossier comme ça.
et tu vois ça bien en amont. Donc nous, par exemple, on a contacté nos premiers reviewers américains en janvier. En janvier, on les a contactés pour savoir, voilà, vous allez recevoir à tel moment. Mon imprimeur Azao qui nous a fait de très beaux prototypes. On a bien prévu ça en amont. Puis, patatras, est arrivé le Covid. Le sens du timing. Tous nos plans. Mais comme pour tout le monde. Donc, du coup, il a fallu se réinventer. On a envoyé les colis aux États-Unis pendant le Covid. La logistique, un enfer ouf à gérer. Ils ont mis 3 semaines à recevoir ça. Enfin, tout s'est fait dans l'urgence, alors que tout le monde avait prévu les choses en amont. Beaucoup de stress pour pas grand-chose au final. Mais tu vois, Man vs Meeple devait nous faire 2 vidéos. Et le jour où ils devaient tourner la 2e vidéo, ils nous annoncent que c'est pas possible. Avec le Covid, ils veulent pas prendre le risque de se rencontrer. Donc là, du coup, ils nous proposent un refund. Et là, nous, on est là. Comment on monte le gameplay à des Américains? Immédiat. On voit sur le public américain qu'il y en a plein qui demandent du gameplay autre que John Gates Game, qui est tout seul à jouer. En côté schizophrène, 3 personnages. Et voilà, du coup, il y a des gens, très clairement, on va sur les Discord américains pour discuter avec les gens. On est le plus accessible possible. Et le plus honnête en disant, oui, la vidéo n'a pas pu être faite, donc vous pouvez soit nous faire crédit, faites-nous confiance, ou regardez une vidéo française sous-titrée et bon courage, quoi. Mais c'est toujours le truc délicat. Donc il a fallu gérer avec cet imprévu Kickstarter Covid, quoi. Ok. Et du coup, après, la campagne s'est lancée. Ça a quand même des règles assez particulières. C'est-à-dire que avant de se lancer dans cette aventure, on peut voir, comme tu disais, le nombre de projets qui est faramineux aujourd'hui, mais surtout l'information importante, c'est de voir quel projet fonctionne. Et en regardant quel projet fonctionne, tu regardes, comment ils font leur page KS et quel est surtout leur standard de qualité. Donc nous, l'information qu'on a, c'est de se dire, c'est un pari énorme et un investissement énorme qu'on fait et qui prend un risque aussi sur la société, mais de se dire, la seule chance qu'on a que ça fonctionne, c'est de faire comme les gros, parce que c'est eux qui définissent la règle et les codes. Donc, tout simplement, on se dit, est-ce qu'on est capable de faire aussi bien qu'eux en termes de qualité de ce qu'on montre, que ce soit sur la vidéo, sur la page KS, tous les graphes, etc. Et on se rend compte que oui, on peut le faire. Et du coup, on a une chance que ça marche. Et aujourd'hui, ça a marché. En tout cas, voilà, c'est un des paramètres. Par exemple, une vidéo sur Kickstarter, c'est pas trop vu. C'est 30 secondes, 40 secondes en moyenne. Donc, on a choisi de faire une vidéo courte, sans voix off, histoire d'économiser aussi un peu de sous, quoi. Mais David et Rodrigue ont travaillé dessus pendant 2 mois et demi, tous les jours, quoi. Des fois jour et nuit aussi, pour atteindre les standards de qualité qu'on voulait. Aujourd'hui, on peut être très fier de notre vidéo, qui peut-être aura réussi aussi à convaincre des gens, parce qu'ils se disent, ah oui, c'est pas n'importe qui quand même, ils arrivent à... La qualité est déjà là. On aurait pu sous-traité par n'importe quelle autre boîte en mettant 40 000 € sur la table. Mais on les avait pas, ces 40 000 € pour une vidéo, et on avait que X salaire pendant X mois pour pouvoir le faire, quoi, en fait. Donc on a beaucoup bootstrappé et travaillé vraiment avec nos mimines au maximum, quoi. De toute façon, pour un primo-éditeur, la page parle d'elle-même. C'est 1200 backers pour plus de 110 000 € maintenant. Bon, je pense qu'il reste 3 jours, si je dis pas de bêtises, là, actuellement. Ouais, le succès est là, vous pouvez être content, c'est clair. En plus, pour une équipe française, c'est top, quoi. Vraiment. On peut être fier quand en face de toi, au moment où tu annonces ton Kickstarter, 5 jours plus tard, tu as Mindclash qui arrive et qui dit, voilà, bonjour, on arrive, persévérance, ça arrive telle date. Et bam, ça arrive 7 jours après toi. Et là, tu commences à avoir des larmes de sang, quoi. En disant, en face de toi, c'est un Mindclash parce qu'on veut un jeu d'une qualité similaire, ce qui est une grosse pression sur nos épaules. Ouais, on est aussi. Voilà, alors voilà, t'as aucun jeu sur la mythologie grecque et bam, t'as Age of Atlantis qui est là, quoi. Tu fais, mais c'est pas possible. C'est une blague. Et là, du coup, boum, la boîte de jeu, Daimyo arrive en même temps, mais c'est pas possible. On peut pas rivaliser avec eux. Et donc, du coup, en même temps, on a vu, et puis Dead Reckoning arrive, quoi, le jeu de Sinclair chez AEG. Et tout ça arrive en même temps. Et tu te dis, en fait, on s'y prend le pire. En fait, on se prend le pire mois. Il y a eu un goulot d'étranglement avec le Covid. Avec le Covid et tout s'est lâché. Et là, du coup, on s'est dit, comment on réfléchit notre stratégie, parce que nous, on voulait vraiment animer la campagne. Je pense qu'on l'a réussi. Aujourd'hui, on doit être à 27 updates, je crois. Ouais. Là, on parle. Exactement.
Donc, on a vraiment suivi le plan de raconter l'histoire, update par update. Ça a beaucoup plu aux gens, notre façon de communiquer, over présent un peu partout, parce qu'on est passionné, quoi, et je pense que ça se sent. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, ok, Mindclash va arriver. On s'est dit, bah, on va avancer un tout petit peu la date de notre premier add-on. Mais nous, on n'avait que 2 add-ons à proposer sur une campagne de 23 jours, parce qu'on a dû la rallonger de 2 jours, parce que sinon on tombait à la fin de Edge of Atlantis. Du coup, il a fallu, et si on le faisait 2 jours avant, on tombait pas sur une bonne date pour finir. Donc, tu es à chaque fois de jongler en temps réel là-dessus. Et on s'est dit, bah voilà, on se met 24 heures plus tard, donc 23 jours avec 2 add-ons. On n'est pas cool mini or not et on va pas proposer un add-on toutes les semaines ou pour pouvoir redynamiser la courbe. Mais si vous utilisez par exemple Bigger Cake, vous pouvez voir la courbe que l'on a. Et on a pas mal réussi à faire en sorte de proposer l'update au moment où, enfin la donne au moment où ça descendait pour rebousculer un petit peu. Et on a essayé de jouer avec ça, avec nos stretch goals qu'on remodifie en temps réel pour essayer de faire que la campagne soit toujours dynamisante, qu'on ait toujours quelque chose à raconter. Et même quand un Persévérance arrive, Persévérance est arrivé, j'étais devant mon ordinateur, je vais chercher quelque chose à boire, je reviens, ils sont à 200 000 les mecs. Et là, tu te dis, bon, bah, tu regardes ton projet et tu te dis comment ça va m'impacter. Et là, finalement, ça ne nous a pas impacté. Et on a même eu un message de Mindclash qui nous a envoyé un message en disant, votre projet il est trop cool, bon courage les gars. Et ça nous a donné vraiment le smile. Cool. Ouais, super cool. Vu que c'est des gens qu'on admire, enfin moi j'adore ce qu'ils font. Et bah du coup on s'est dit bah cool, bah avec la boîte on a backé leur jeu. Voilà, c'était aussi le symbole de la reconnaissance du truc en disant voilà, bravo les gars et c'est cool, vous ne nous avez pas écrasés. et Merci. Voilà, merci. Donc il a fallu jouer un petit peu avec ça. Et du coup, je rebondis là-dessus parce qu'il y a quelque chose, c'est un peu une croyance, on va dire. Tous vos stretch goals étaient prévus d'avance, les add-ons évidemment, mais en fait, c'est pendant la campagne, comment vous avez fait vous avez modulé un petit peu avec, ça a été un paramètre d'adaptation, je veux dire, à la campagne, c'est ça, au rythme? Alors en fait, l'idée, c'est qu'à la base, nous, on voulait faire en sorte quasiment qu'un stretch goal soit débloqué par jour, à peu près. Okay. On a une vingtaine de stretch goals, on s'est dit voilà. Et puis alors c'est du stretch goals qui ne vient pas issu d'un vidage de boîte, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris notre boîte de base, on a des éléments, puis tout le monde sait que voilà. Non, nous il y a eu un risque qu'on les a développés et que si on n'atteignait pas les financements, on pouvait pas le mettre. Donc nous, une de nos pires frustrations et craintes qu'on avait, c'est de se dire si ça déclenche pas tout le travail qu'on a fait en amont sur tous nos stretch goals, on va même pas les montrer, parce que tout ça en fait c'est 35 € offerts au backer. Il back, il a 35 balles offerts parce il nous supporte, il nous soutient, et ce qui pourra permettre de nous kickstarter, de nous lancer vraiment dans cette activité. Donc c'était ça la stratégie, mais très risquée parce que du coup, nous, on met de l'argent en amont pour tout développer et peut-être qu'on les montrera pas en fait. Ça, c'était vraiment la grosse crainte. Et donc oui, tous ces stretch goals ont été travaillés en amont et on s'est dit comment on fait pour être dans une logique de pouvoir en débloquer une par jour. Alors à l'origine, on s'était dit on va essayer de mettre des moyens de paliers entre chaque truc assez court, 2000, 3000, 5000 au plus gros. Puis finalement, le plan qu'on a pensé s'est déroulé malgré des persévérances, malgré du daimyo, et on a pu réussir à s'intégrer là-dedans. Et c'était assez chouette de voir qu'on arrivait toujours à tenir la communauté haletante à travers le thème, à travers l'histoire. Et que quand le premier add-on est arrivé, on l'a pas vu venir, le catapultage, boum, on a fait un gros montant d'un coup. Et du coup, c'est bien les gars, vous avez débloqué 2 stretch goals. On s'est dit, celui d'après, on va peut-être pouvoir bien le gérer, donc que dalle. Cataclysme est arrivé, 4 stretch goals d'un coup, et on était transparent. On avait, les gars, vous avez débloqué 4 stretch goals. Donc, là où il a fallu se réinventer, c'est que nous, en plus, c'est pas des stretch goals de genre, t'as une nouvelle carte avec une illustration et bonjour. Non, c'est que là, tu as débloqué un personnage, donc tu viens avec ta figurine, ton plateau, ton paquet de 18 cartes, tes jetons, tes cubes, tes temples. C'est un stretch goals, voilà, merci. Un paquet de cartes avec 20 illustrations, et 20 cartes différentes. L'artbook. On a surpris plus d'un. Ouais, parce sur les forums. Pour nous, une des campagnes qui était très chouette, c'était la campagne de Vindication. C'était vraiment super chouette et très, très engageante. T'as l'impression vraiment que waouh, c'est chouette de participer à ça. Il y a un petit côté, j'y étais on voulait essayer un petit peu cette dynamique et soit on se plantait tous, soit on réussissait tous. Enfin, c'était un petit peu cette idée-là, Et c'est grâce aux backers qu'il y a le résultat aujourd'hui, qui ont compris ce message. Mais aussi, comme tu le disais, parce qu'on a fait beaucoup de salons et qu'on l'a montré.
Et est-ce que vous avez vu une différence entre les, je sais pas, les Européens et les Américains? Je sais pas, dans les commentaires ou dans l'accueil du jeu, dans les demandes qu'ils avaient par rapport au jeu, dans les questions? Alors très intéressant, les non français souvent, ils utilisent un adjectif en anglais qui est intriguing. Ils sont intrigués D'accord. parce qu'il a une forme bizarre, parce qu'il n'a pas des codes classiques. Et souvent, c'est le truc qu'on a, c'est que beaucoup de gens américains ou même allemands ou autres, ou anglais, qui regardent le jeu et qui se disent comment ça marche. Alors j'ai regardé la vidéo de John Gets Game, mais ça m'intrigue, c'est pas courant, quoi. Bah, c'est cool, c'est-à-dire qu'on a réussi à créer un truc un peu unique. Et bien sûr, la difficulté, c'est de faire qu'on le comprenne. Et aujourd'hui, le standard est de créer une grosse page qui t'explique tout. Mais souvent, les gens ne vont pas forcément non plus regarder. Des fois, ils préfèrent regarder une vidéo de gameplay. D'autres sont hermétiques à la vidéo qui dure 2h30, ce que je peux comprendre, parce que moi, je n'y arrive pas. Mais par contre, je serais plus sensible à lire un déroulé ou à avoir un rulebook. Donc nous, on a essayé de jouer sur tout ça. On a mis notre rulebook version 5.1, on a mis toute la page qui explique tout, alors ce qui peut paraître un peu indigeste, mais pour certains, c'est bien. Pour d'autres, bah, ils ont des vidéos en ligne où ils peuvent regarder, puis venir poser des questions. Donc on va avoir, en fait, on s'adapte. Et d'ailleurs, c'était un commentaire qui a été fait sur la vidéo de Mathieu, un mec qui a dit, c'est marrant, ils ont fait une campagne où c'est clairement l'offre est pour nous, quoi. Enfin, c'était intéressant. La façon dont il l'a tourné, c'est une campagne sur mesure. Bah, j'ai trouvé ça cool parce que j'arrivais pas forcément, on n'arrivait pas forcément à définir comment on pouvait définir cette campagne, mais finalement, on a essayé, bah, un peu comme dans le jeu vidéo, tu essayes d'être ergonome, que tout le monde puisse jouer à ton jeu. Bah, là, on voulait que tout le monde puisse avoir accès à l'information. Ouais, c'est peut-être Moi, ce que j'aime pas bien, c'est réussi. les updates, en fait, tu vois. C'est vrai qu'une grosse page, personnellement, ça me rebute un peu. Mais après, Ouais. vivre la campagne avec des updates où il se passe vraiment quelque chose, on t'explique quelque chose, on te montre quelque chose, bah, moi, personnellement, c'est ce que j'aime bien sur Kickstarter. Et Voilà, c'est moi vrai que c'est pareil. je pense Je que vis comme ça, l'update. vous avez touché des profils différents, en fait, grâce à cette approche-là. C'est ça. Julien? Pardon, je dormais. C'est pour ça que tu vois, ding Non, non, pas dong. du tout. Non, 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 moi, j'ai pas beaucoup plus de questions pour l'instant. Mais j'en suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont venir à un moment. Non, non, moi, de toute façon, Damien, moi, je te l'ai déjà dit et on te l'a dit avec Fred. Moi, je trouve que c'est un beau succès, c'est mérité. Alors, on vous aurait souhaité de faire des millions de dollars, c'est pas le cas. Mais là, déjà, faire plus de 200%, c'est quand même, enfin, près de 300%. C'est vraiment, enfin, super. Moi, c'est le type de jeu que j'aime bien. J'aime beaucoup les figurines, notamment Poséidon. Je sais qu'il y a plusieurs camps dans votre communauté, hein. Il y a le camp d'Hadès. Ouais, Salut, Pete. le camp de Marc. Donc, mais non, non, les figues sont un peu atypiques, ça change. Il y a vraiment énormément, je trouve, et beaucoup de bons points pour ce jeu. Et j'espère qu'il va faire un final des dernières 48 heures encore plus fou, quoi. Espérons, on va voir ça, c'est les gens qui décideront. Nous, en tout cas, on va maintenir notre cap de la stratégie qu'on amène et notre façon de communiquer. Et on continuera ça pendant les 72 heures, un peu plus les 95 heures qui arrivent là. Et puis, voir si les gens répondront à cet appel-là. Mais une chose qui était très agréable, c'est se mettre sur Kickstarter, c'est de se mettre à nu. Souvent, les gens s'en rendent pas compte parce que la critique peut être d'autant plus vive et facile aujourd'hui avec les différents médias qu'on a comme YouTube ou autres, mais les gens se rendent pas forcément compte de ce que tu mets en tant qu'énergie, en tant que créateur, et la critique peut être très vive. Et après, c'est notre rôle aussi d'être pédagogue. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On voilà. fait beaucoup de pédagogie sur les forums où on n'hésite pas à expliquer nos process et on est hyper transparent. On va jusqu'à donner les refs, on va jusqu'à donner des prix. Oui, tout à fait. Ouais, Quand on nous pose des questions, on y répond, quoi. Il y a une question qui nous a été posée sur Quad. Combien ça coûte une illustration? Ouais. Bah voilà. Je sais ça que, coûte tant. voilà, et je sais que par exemple Ben Wab de la boîte de jeu avait dit aussi, voilà, il y a des illustrations. Bah oui, c'est des métiers, quoi. Quand tu payes ton illustrateur et Ouais. que tu dis, bah voilà, moi cette illustration c'est 750 €. Bah oui ou non, bah voilà. Et puis bah tu calcules. Hein. En tout cas, nous la démarche a été celle-ci, et c'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui vient en disant c'est nul, bah nous on lui dit ok, mais alors dis-nous un peu plus pourquoi. Puis des fois en fait souvent c'est un abus de langage. Il t'aurait dit en face de toi c'est nul et après il t'aurait expliqué pourquoi, et ça n'aura pas du tout la même saveur que quand c'est balancé comme ça sur un commentaire et complètement froid. Et finalement des fois tu discutes avec le mec puis en fait c'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire, mais ce qui en ressort c'est ce qu'il y a. Alors après ça peut partir en épingle avec toutes les communautés, mais
c'est toujours des exercices intéressants. Et donc, de se mettre sur Kickstarter, mais que ce soit sur Kickstarter ou autre, c'est se confronter à la critique, se confronter aux gens qui pensent savoir aussi et aux gens qui savent également. Donc, ça demande surtout de l'humilité de te dire, OK, on va prendre le temps de bien répondre, du moins de répondre du mieux qu'on peut et puis d'échanger avec la communauté. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est quand tu as des personnes de la communauté qui viennent parler à ta place et qui font ce cheminement, c'est très agréable parce que tu te dis, voilà, ils sont devenus précepteurs de la chose, se sont appropriés ton projet et ils veulent le voir parce que nous, maintenant, le défi qui nous attend, ça va être de finaliser le jeu sur ces différents aspects qui manquent, au niveau de développement, au niveau de procédés industriels, c'est-à-dire toute la relation avec les usines, qui sont là des étapes très très intéressantes. On a beaucoup commencé à travailler en amont, on a même reçu une figurine d'une usine pour essayer d'avoir la qualité la plus élevée possible, à 11 sur 10 sur le curseur, tu vois. Et voilà, donc ça c'est vraiment les enjeux de demain, ça va être ça, c'est de livrer le jeu en suivant notre planning, en espérant qu'on n'ait pas d'autres trucs, mais c'est la vie aussi, je veux dire. Si on peut être en avance, si on peut être un peu après, on verra, mais on va essayer d'être le plus carré dans ce qu'on a, et puis découvrir ce nouveau type de métier, d'expérience, qui est aussi la logistique avec des usines, grâce aussi aux différents mentors qu'on peut avoir dans l'industrie qui nous donnent un coup de main, quoi. Salut Vincent. Salut Vincent. Ouais. On fait un petit point sur les figurines peut-être, sur les sculpteurs, etc. Quand même. Je scrolle vers les figurines à toute Tu peux vitesse. nous faire un petit brief. Tu nous les montres, c'est ça? Il y a quand même du lourd. Donc, il y a un très lourd, oui. c'est rare de voir. Enfin, je te laisse en parler. Mais pour ce type de jeu-là, une qualité de figurine, puisque nous on a vu les figurines et tu nous avais montré justement le résultat de. C'est hallucinant. Enfin, c'est vraiment de la très haute qualité, quoi. Moi, je connais Thomas David depuis plus de 20 ans. On s'est rencontrés chez Games Workshop quand je travaillais là-bas. Et j'ai eu la chance de travailler à Nantes, où il y avait un peu le fief quand même de tous les figurinistes de France ultra connus des années 2000. Bruno Grelier, Thomas David, Jacques-Alexandre Gillois, Jérémy Bonamant, Alan Carrasco qui passait aussi. Enfin, c'est vraiment des noms qui marquent aujourd'hui, que tu connais, qui ont sorti de l'alchimie, qui ont sorti plein de choses. Et donc du coup, Thomas David, on est toujours resté amis depuis cette période-là. Et donc, forcément, à Kingdom Death, il a pu aussi montrer toute une facette de son savoir-faire très intéressante, et il est devenu aussi incontournable dans ce milieu-là. Et très naturellement, il y avait cette volonté de travailler avec lui. On voulait vraiment bosser avec lui parce que il a aussi le carnet d'adresses et il va savoir aussi nous orienter sur des gens qui pourront nous aider à sculpter. Donc, il nous a fait rencontrer les deux Edgar Ramos et Edgar Skomorowski, qui sont des sculpteurs que vous voyez quasiment sur tous les jeux Cool Mini Or Not. Tous les jeux, par exemple Assassin's Creed dernièrement, Forge World, Edgar Skomorowski, c'est un sculpteur Games Workshop et Forge World aussi. Edgar Ramos, il va faire beaucoup de privatière presse aussi derrière, de figurines de chez War Machine et Horde. Et donc du coup, l'idée c'était, c'est toujours dans cette logique en fait qu'on a, c'est d'essayer d'avoir la qualité maximale. Et on s'est dit, oui, on va demander. Donc il a fallu mettre le standard aussi sur les arts et sur les éléments de pré-prod qu'ils ont besoin pour traduire. Donc en fait, ça a super bien matché. Très rapidement, on a montré des trucs. Ils nous ont dit, c'est super, avec ça, on peut y aller en ligne droite, quoi. Okay. Parce que pour eux, c'est aussi un peu un risque de rentrer dans un univers qui est différent de ce qu'ils font d'habitude. Aussi, oui. Et c'est là où le professionnalisme rentre en compte. Un vrai professionnel, comme un professionnel dans le dessin, dans le dessin animé ou est capable de s'adapter à un style. Là, c'est clairement le cas. Tu vois, je fais des analogies qui peuvent paraître un peu bizarres, mais par exemple, tu regardes Ludus Manu Studio. Ludus Manu Studio, quand ils ont proposé, par exemple, Black Rose War ou autre, ils ont eu une équipe en interne de sculpteurs. Leur équipe en interne de sculpteurs, quand tu reçois dans leur premier projet Sin Tempore ou avant Black Rose War, tu voyais que la qualité figurine n'était pas de ce qu'ils montraient. C'est-à-dire, tu voyais, c'était des très bons sculpteur modé. Par exemple, Rodrigue, il sait très bien faire de la sculpture modée, des modèles 3D. Il peut en faire, il a travaillé sur Mechanicus, qui est sorti en jeu vidéo ou autre. Mais par contre, Rodrigue, très clairement, il nous a dit, moi, je ne peux pas sculpter une figurine parce que le render que tu as, moi, j'ai pas la connaissance de la gravité. La figurine va tienne sur un socle, qui a une logique derrière, il y a des volumes, qu'il va falloir exagérer certaines choses pour que des logiques de fabrication, etc. Il y a un process de
que les figurines ensuite elles vont être coupées et donc ce qu'on appelle du tooling. Tout ça en fait on a pris ces gens parce qu'ils ont une expérience, alors ça coûte plus cher, mais ça évite de faire l'expérience que j'appelle moi Lugus Magnus Studio, c'est je fais mes figurines comme je l'entends et puis ça arrive en prod et je me prends 5-6 mois de retard parce que je dois les retaper pour que les ingénieurs chinois me disent bah non là ça va pas marcher, ou alors quand ils vont recevoir leur première figurine, ils la posent et boum ça tombe. Donc parce que le centre de gravité est pas bien placé. Bah du coup on se dit non, c'est pas notre métier. Alors on va aller voir des gens dont c'est leur métier et puis on va échanger là-dessus. Et donc c'est comme ça on a montré la première c'était Athéna. Donc c'est pour ça qu'elle a servi un peu de maître étalon et on va la peaufiner pour l'amener un peu plus loin. Mais le deuxième c'était Poséidon. Et sur Poséidon, mais ça a été incroyable. On envoie ça à Edgar Skomorowski. 1 semaine et demie, on reçoit quasiment le Poséidon final. Quasiment final. On a fait quelques petites retouches. Il nous a expliqué pourquoi il fallait grossir telle ou telle chose. Et c'était marrant parce que dès qu'on l'a montré, après, il y a des gens sur les commentaires, ils ont fait, mais en fait, le Poséidon, il peut pas tenir. Puis après, on l'a montré en vraie figurine. Voilà. Bah si, ça marche, parce que le mec qui l'a fait derrière, on lui a demandé, en fait. Mais on voulait essayer des choses un peu originales. Zeus, avec les éclairs, beaucoup se sont posé la question, mais comment ça peut? Bah, c'est la figurine qu'on a demandé à l'usine. Et on a demandé le procédé le plus proche on l'envoie à la chaîne, quoi. Et quand on l'a reçu, on a halluciné, quoi. On a fait moi, je me suis dit que c'était super casse-gueule comme figurine, en fait. Et ben, en fait, ouais. Super. Donc, c'est vraiment chouette. Et dans les figurines, bah, voilà, Julien peut les montrer, mais il y a notamment Aphrodite qui est magnifique, Arès qui est vraiment un gros doudou. Faut pas lui envoyer la tête de ton copain, sinon il va avoir mal. Mais on s'est vraiment amusé à faire des figurines dans leur style, dans leur genre, et ça, c'était ultra agréable. En tout cas, les échanges, à chaque fois qu'au studio, qu'on recevait un mail de Thomas David ou de Edgar Skomorowski, c'était Noël. Hein. Edgar, on ouais, on a reçu, c'est trop bien. Ce qui est bien avec cette culture, c'est qu'au final, on a eu relativement peu d'allers-retours de retech par rapport à nos designs. Ouais. Donc, plus tu es précis sur le design, plus... ouais, puis surtout leur professionnalisme justifie de payer un petit peu plus cher pour moins longtemps que de payer moins cher pendant plus longtemps. Oui, puis surtout d'avoir des problèmes après, quoi. Donc non, là, pourtant, on n'a vraiment pas hésité pour les figurines. Parce que là, mine de rien, il nous annonce quand même ce soir que bon, bah, il n'y aura pas de retard, ça c'est cool. C'est bon, après, non, mais bien sûr. Sur les figurines, on essaye de le prendre en amont parce qu'on a eu aussi beaucoup de retours. Sur les figurines, il faut les faire fabriquer le plus tôt en amont possible, hein, parce qu'il y a tout un temps en usine. Enfin voilà, c'est vraiment un process. Ouais, bien sûr. Process super long. Et puis tu as des files d'attente avec les autres aussi. Ouais, bah surtout en plus avec le Covid. Ça a du chambolito un peu. Donc, ouais, c'est la forge. Voilà, c'est pareil la boîte de jeux qui disait qu'une usine en moyenne pouvait sortir entre 250 000 et 300 000 jeux dans le mois en unité. Hein, donc faut que tu t'insères dans ces chaînes-là, hein, parce que finalement, c'est une logique industrielle, quoi. Bien sûr. Voilà. Okay. Sur la campagne, là, à aujourd'hui, vous êtes heureux? Bah oui, parce que alors là, si on regarde à l'instant T, oui, on a plus de 1280 backers, exactement 1286. Wow. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Voilà, depuis qu'on parle, on a plus de 111 000. Et ça, c'est chouette parce que ça veut dire que ça plaît. Et puis, on a rajouté aussi des choses qui deviennent standards, mais qu'on avait réfléchi en amont. Par exemple, le mode solo. Oui, je voulais en parler parce que c'est important. De proposer un jeu sans mode solo, parce que c'est devenu un standard. Mais nous, on adore des jeux coop ou des jeux solo. Et donc, par exemple, le jeu solo, moi, je me souviens, c'était Max, un de nos game designers qui avait commencé à travailler dessus. Et on est en 2018, janvier 2018. Janvier 2018. Ah, la vache. Ouais. Voilà, donc après il y a eu beaucoup d'itérations, ça a beaucoup avancé, et voilà. Et pareil sur le mode coop, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on avait un matériau avec le jeu, on s'est dit waouh, on peut aller. Tu vois, par exemple, pendant longtemps aussi, il y a eu la réflexion du mode 5 joueurs. Puis on a vu finalement que c'était absolument impossible, donc on l'a enlevé. Enfin, ça servait à rien de tordre le jeu pour essayer de mettre. Et non, au revoir. Voilà. Aujourd'hui, on a un mode solo, c'est un jeu dans le jeu, mais avec tes mêmes mécaniques, tu joues de la même façon. Et puis, on s'est vu qu'avec ce mode solo, finalement, tu peux faire du coop. Donc, si t'aimes beaucoup les jeux comme, je sais pas moi, Horror Arkham, Dead of Winter ou autre, tu peux avoir cette logique de on joue ensemble, ce qui peut être sympa. Nous, au studio, par exemple, on a David qui prépare des jeux coopératifs
au jeu d'affrontement, parce que ça peut toujours créer aussi des dissensions autour d'une table. Hein. Faut être prêt. Hein. Il y a des gens, ils aiment pas forcément. Comme il y en a qui aiment pas du tout le solo ou le coop, mais au moins c'est proposé. C'est pour ça aussi qu'il y a une stratégie de le mettre en stretch goal, c'est de l'offrir dans l'extension pour pas que. Enfin moi, ça m'aurait fait bizarre de dire faut payer pour avoir accès au solo. Je pense que ça aurait été vraiment étrange. Ouais, ça aurait été mal reçu, je pense. Ouais, je pense aussi, oui. Ouais, oui. Il serait pris des tirs de missiles. Piou. Non, mais le fait que. Alors, nous, on se connaît, donc c'est un peu biaisé, mais je pense que quand même les gens ont senti le sérieux et la préparation énorme qu'il y a derrière. Et puis le jeu a été vu par beaucoup de monde sur les salons, etc. Donc ça donne confiance. Ce qui est pour moi la première valeur à avoir sur Kickstarter. De toute façon, quand tu arrives pour des beaux jeux sur la page, on en voit, mais après, ce qu'il faut avoir, c'est la confiance des gens qui ont testé, etc. Quoi. Puis voir le. Le but d'aller en convention, c'est on est premier éditeur, personne va nous faire confiance. De base, on est parti sur celui-là, personne va nous faire confiance. Donc du coup, pour convaincre des gens, faut qu'ils jouent au produit. Il faut qu'ils voient un maximum de choses qualité finale. C'était ça. Et c'est là où c'est cool. On a rencontré plein d'éditeurs ou de game designers qui ont joué à notre jeu et qui l'ont vu, qui sont venus chacun avec leurs conseils, et c'était toujours intéressant d'échanger là-dessus. Beaucoup qui sont surpris de se dire un jeu aussi gros et tout ça, bon courage les gars. Il y en a qui te disent non, ça marchera jamais. Il y en a d'autres qui te disent ça va faire un carton. Et il y a autant de profils, de possibilités. Enfin, aujourd'hui, je reviens encore 10 ans en arrière, jamais on ne t'aurait dit on va te vendre un jeu à 400 balles avec Kingdom Death, ou on va te vendre un jeu à 150 Maven, mais que tout le monde aurait fait mais si tu reviens super en arrière, Fred, quand tu es en franc et que tu montres à ta maman que tu voudrais prendre Space Crusade ou tu voudrais prendre HeroQuest, souviens-toi le prix où c'était déjà en franc. Ouais. C'était l'équivalent de 500 francs. Kingdom Death, c'est même personne n'aurait imaginé que des joueurs auraient dépensé $2000 sur un jeu. Ouais, je pense. Clair, hein. Un SMIC. Allez hop, t'as pris ton SMIC, voilà, tu vas jouer avec. Après Gloomhaven, par exemple, t'en parlais tout à l'heure, mais je sais pas si la version boutique fonctionne ou pas. J'ai pas d'infos. Bon, aucune idée. Je pense qu'il y a eu une exposition parce que ça a été Cannes, ça a été sélectionné Cannes, donc je pense qu'il y a eu quelque chose, mais c'est clairement le type de jeu un peu comme Twilight Imperium ou autre, ou Gen 7, où tu vas pas faire beaucoup de tirages parce que tu as un risque quand même fort, ça coûte cher, hein. Faut le stocker, le stockage ça coûte cher, puis ça se vend dans une frame très courte. C'est pour ça qu'après qu'on a vu aussi des déstockages de Twilight Imperium ou en ce moment de Gen 7. Je sais pas s'il y aura du déstockage sur Gloomhaven parce il a quand même une actualité qui fait que le jeu peut être intéressant. Tu as vu Frosthaven il y a pas longtemps. Ça a été annoncé pendant la campagne de Frosthaven qu'il n'y aura pas de version française sur cette campagne-là, mais ça laisse envisager que peut-être que ça viendra plus tard. Donc il y a des jeux comme ça qui deviennent un peu iconiques et qui sont hors normes. Et pour moi, Gloomhaven en fait partie en fait. Et bientôt Ibris. J'en sais rien. Enfin, nous, l'idée, c'est que... En toute impartialité. C'est pas beau, ça? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les... Est-ce qu'il y a un montant, un truc, ou juste que ça se passe bien, qu'on se tape pas... Le million. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que ça se passe bien à l'usine. Voilà. Qu'on ait le moins d'intempéries possible. Surtout avec des trucs comme ça qui font peur, quand on entend parler d'une deuxième vague ou autre, quand on entend parler de trucs comme ça, tu te dis, en fait, le monde d'hier a un peu changé. Et par curiosité, l'idée me vient comme ça, mais vous avez besoin de combien de temps pour le fabriquer? Si on part, je sais pas combien vous allez faire d'unités, mais votre fenêtre de fabrication, ça prend combien de temps à fabriquer en fait un jeu comme ça? Alors les usines, ils te disent deux trucs. Le premier truc, c'est qu'ils te disent que tout ce qui est papier, souvent ça va très vite. C'est de l'ordre vraiment de quelques jours, parce qu'ils font retourner ça jour et nuit. C'est pour ça que d'ailleurs ça coûte très cher le fait de caler les impressions, parce que du coup ils ont des grosses machines avec des gros offsets et ils ont des moules en métal qui doivent visser, etc. C'est pour ça que quand ils disent si vous voulez faire que 1000 copies, en fait faut savoir qu'on va déjà sortir 1000 feuilles simplement pour voir si l'étalonnage va être bon. Donc les mecs, ils vont étalonner le truc, ils sortent 1000 feuilles, et puis ils le règlent, et puis là, ils te sortent tes 1000 feuilles à toi. Et là, du coup, ça coûte super cher. Alors que si tu en plus, tu vas payer un peu moins cher. C'est pour ça qu'ils te font payer un peu moins, etc. Mais pareil, comme le dit Ben Wap, c'est très, très court sur l'impression papier. Ce qui est plus long, c'est la gestion création figurine. Ça qui peut prendre beaucoup plus de temps. Et que globalement, on peut être sur l'ordre des fois de semaines complètes quand il s'agit de faire
et figurine qui se fait pas dans la même usine, par exemple. C'est le cas des fois. Et puis ensuite, le papier se fait dans une autre usine. Et puis le papier, ensuite, il faut qu'il aille dans des salles avec une certaine température pour que le dry se fasse, pour que ça sèche et que ça gondole pas. Puis après, il va y avoir toute la mise sur le plateau, la chenille, là où les gens vont assembler le jeu avant que ça... Voilà. Donc, là, on est sur des fenêtres qui sont de quelques semaines à chaque fois. Et puis là-dedans, tu rajoutes le Nouvel An chinois. Et puis là-dedans, tu rajoutes... Ça, vous savez qu'il existait. Vous faites pas partie des Kickstarter, enfin des éditeurs qui découvrent le Nouvel An chinois chaque année. C'est bon? C'est ça. Et plus la difficulté aussi d'échange, parce que c'est pas forcément le même land. Il y a des usines qui sont très bien, comme l'usine de What's Game, par exemple, où c'est des Français. Donc, c'est plus facile de pouvoir échanger avec eux aussi. Donc, tu as plein de paramètres. On a essayé, nous, en fait, l'idée, c'était de glaner le plus d'informations possible pour essayer de proposer quelque chose le plus réaliste possible. Enfin, par exemple, moi, ça me paraît intenable de dire, faut faire tant de figurines et dans 6 mois, ça sera là, quoi. Alors que le gameplay est pas développé, tu vois. Il y a des jeux qui proposent des trucs comme ça et ça fait peur. Enfin, voilà. Quand tu sais un retard de 2 ans, un Kingdom Death, encore à la limite, tu te dis, tu mises sur un ovni. On commence à râler quand même. Hein. Ça commence à faire long. Là. Oui, je parlais du tout premier, moi. Ah. Je parlais du tout premier. Pendant 2 ans, on n'a rien vu. Et quand c'est arrivé, tu te dis, c'est quoi le monstre? Donc là, oui, par contre, je comprends que ceux qui n'ont pas eu l'habitude de ça et qui voient et qui attendent déjà depuis 3 ans la cloche qui fait ça, tu te dis, là, c'est chaud, là. C'est chaud. Donc, on va essayer, nous, d'être... déjà, l'idée, c'est de tenir toujours la communauté au courant post-campagne, de faire en sorte que il y a un truc, par exemple, qui est bien avec Mythic Game, c'est quand même le fait de, toutes les semaines, faire une annonce. Alors après, la qualité, elle peut être jugée ou autre, mais par contre, une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est au moins de publier quelque chose toutes les semaines sur chaque projet. Après, on peut en parler sur d'autres choses, parce que certains jeux, puis voilà. C'est pas le lieu, je pense. Mais c'est pas le lieu, mais par contre, moi je préfère une communication à la Mythique où ils posent toutes les semaines plutôt qu'une communication où, par exemple, sur le Shadowrun, que moi j'avais backé, des fois pendant 2 mois j'avais pas une news, quoi. Voilà, ou actuellement. Moi j'ai pris Shadows of Brimstone, la nouvelle version là, de Flying Frog Production. Tu peux rester 6 mois, tu n'as aucune update. Voilà. C'est vrai que ça, c'est terrible. En plus, au bout d'un moment, tu te dis, les gars, tu sais jamais le temps que ça prend, mais donner quelques nouvelles, c'est quand même un peu la moindre des choses. C'est sûr. C'est ça. C'est ce que dit Poots aussi sur Kingdom Death. Je dis des choses que quand j'ai des choses à dire, ouais, mais mec, ça fait une demi-année qu'on attend ta news. Mais c'est encore pire, parce que tu te dis pendant 6 mois, t'as rien à dire. Donc c'est... Voilà. Et la preuve, parce que là, quand il devait poster toutes les semaines, c'était un peu dur. Et pourtant, il y a des choses belles, mais chaque projet est différent, chaque homme derrière chaque projet, enfin homme et femme, bien sûr, chaque équipe est différente. Nous, en tout cas, une des choses qu'on veut faire, c'est on veut continuer de faire des salons pour montrer les choses, parce qu'on veut aussi exister en tant qu'éditeur. Enfin, c'est vraiment notre volonté, donc faut s'en donner les moyens, et s'en donner les moyens, c'est d'essayer de trouver des moyens pour être sur les salons qui vont revenir. On veut être présent, faire jouer le jeu, faire toujours essayer le jeu là où il en sera, même pendant sa période de fabrication. Je trouve ça super cool que, je sais pas moi, on aille au prochain salon et que les gens puissent l'essayer, ceux qui ont backé, et puis puissent voir où ça en est et en discuter avec nous. C'est toujours gratifiant pour les gens. Et est-ce que, j'y pense là, mais vu que vous êtes aussi éditeur de jeux vidéo et que vous avez cette expertise, est-ce que vous avez aussi pour but après de transposer Ibris, alors non pas en jeu vidéo, mais par exemple pourquoi pas en version pour Tabletopia, ou d'avoir un deal avec ces genres de plateformes pour avoir une version digitalisée de votre jeu pour que les gens puissent y jouer à distance, parce que comme tu le disais, ça a un peu changé et je pense que maintenant les gens jouent beaucoup plus qu'avant à Tabletop Simulator par exemple, pour pouvoir jouer à distance. Notamment, exactement. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous y êtes hostile parce que pour des raisons qui vous sont propres, ou est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme bénéfique même pour votre jeu et pour la suite? En fait, on a essayé de faire un TTS, un Tabletop Simulator, un mode pendant le Covid. C'était compliqué parce que il y avait tellement de travail qu'on n'a pas réussi à l'amener jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de paramètres. Déjà, il faut voir si c'est pertinent, si c'est utile. Déjà voir s'il y a une vraie demande. C'est-à-dire, si on voit qu'il y a énormément de gens qui veulent ça, on va se dire, ok, peut-être on va le faire, et on va regarder, nous, combien ça nous coûte, parce que c'est énormément de taf.
Il faut voir, nous, si on a les moyens tout simplement humains de le faire. Parce que faut garder à l'esprit qu'on est avant tout une petite équipe et on fait le maximum à notre échelle. C'est ça. Et alors, je rectifie simplement un point. On n'est pas éditeur de jeux vidéo, on est développeur. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'édite pas, nous, nos propres jeux. Mais que, par contre, oui, sur un TTS, si c'est intéressant autant économiquement de le faire que qu'il peut y avoir aussi une récurrence financière derrière pour nous, oui, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, à l'ordre actuel des choses, ça demande un travail qu'on préfère mettre sur le développement du jeu et Bien sur sûr, sa production plutôt que développer un mode pour. Moi, je parlais plus à l'avenir, une fois que le jeu serait sorti ou que. Ouais. Par contre, une des choses qu'on veut faire nous au studio, parce qu'on a cette expertise de mêler deux mondes, c'est après de proposer peut-être des jeux avec aller dans d'autres approches, d'autres mécaniques qui peut utiliser aussi le numérique, mais pas forcément de la façon dont on l'entend depuis quelques mois ou quelques années, comme on avait pu voir avec XCOM ou sur du Mansion of Madness 2. Par exemple, moi, je suis pas du tout un joueur qui aime jouer avec une tablette. Ça me bloque vraiment, mais vraiment ça me bloque. Alors du coup, c'est intéressant que comme moi ça me bloque, alors je sais que peut-être Rod ça le bloque moins, etc. Du coup, j'ai des attentes très très fortes pour réussir à me dire si on me fait jouer avec une tablette, il y en a plein d'autres qui joueront quoi. Donc du coup, voilà, on se pose ces questions en tâche de fond et il y a plein de trucs intéressants, donc on y réfléchit aussi. Ce sera pour la suite. Déjà hybride, ça. Bon, je crois qu'on vous souhaite tout le succès pour les 3 derniers jours. Donc, je pense que la vidéo sera sûrement en ligne lundi. Donc ce sera peut-être la milestone des 48 heures. Hein, on la mettra en update. Et puis, non, mais vraiment, moi, je suis content parce qu'on vous a quand même un petit peu accompagné avec Julien. Enfin, toi, Damien, voilà, comme on échange pas mal. Oui. C'est sympa de voir un peu les coulisses et tout le boulot qu'il y a derrière. Et un Kickstarter qui est vraiment préparé, où il y a énormément de travail. Et qui, pour moi, ce qui est bien, ce qui nous donne confiance, c'est aussi de voir ça et l'implication et les années de travail, en fait, qui sont nécessaires et de tests pour sortir le jeu, quoi. Merci en tout cas pour cette petite discussion qui était bien sympathique. Un petit peu tardive. Ouais, mais bon, c'est toujours voilà, c'est bien, c'est principal. De toute façon, clairement, quand on vit un Kickstarter aussi, tu fais vivre ton entourage. C'est vraiment quelque chose à vivre qui est assez compliqué aussi sur la fatigue, sur les émotions, sur cette gestion-là. Beaucoup de paramètres. Ta charge mentale est assez élevée. Et puis ta famille aussi, elle doit le vivre et le supporter. C'est pas forcément évident au quotidien. Donc on vous souhaite surtout beaucoup de repos une fois la campagne terminée, du coup. Ouais, merci. Quelques jours, parce que faut quand même taffer. C'est ça. Il y a des trucs à livrer quand même. On aura quelques vacances quand même méritées. Julien, je te laisse finir. T'as commencé. Moi, je vous souhaite le meilleur, pareil. Et puis, j'attends de le recevoir maintenant. Et puis pouvoir y jouer et puis me faire une partie complète avec Fred et puis avec toi, Damien. Toi, Rodrigue, t'es le bienvenu également, même si on se connaît moins. Les portes sont ouvertes et on invite aussi tous les gens qui veulent passer nous voir en studio. On le propose. Plaisir. Ouais, à chaque fois on le propose et il y a des gens qui sont venus, qui ont fait des fois quelques petits kilomètres pour essayer. Et je trouve ça chouette. Voilà, on est accessible, ouvert. Et venez. Venez. À Angoulême, je précise. Angoulême, voilà. Bon, on débarquera avec Fred discrètement. Ça marche. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à tout le monde, une bonne nuit, une bonne journée. Et n'hésitez surtout pas à aller voir la page, si ce n'est pas déjà fait, de Ibris, le Kickstarter. Et à les soutenir. Et voilà, et à vivre cette aventure tous ensemble. Merci, à plus, portez-vous bien. Ciao, au revoir. Salut.